Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Rebienvenue à un autre épisode du podcast. Aujourd'hui, épisode 93, on va parler du lien et de l'impact de l'environnement et des changements climatiques sur la santé humaine. Pour l'occasion, je reçois la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers, qui est médecin de famille, qui est également autrice du livre qui se trouve à ma gauche pour ceux qui écoutent en vidéo. Son livre s'intitule Santé planétaire, prescription médicale pour un environnement sain. Lecture que j'ai eu la chance de survoler avant l'enregistrement de l'épisode. Une lecture que je recommande. Le lien est d'ailleurs dans la description de l'épisode du balado d'aujourd'hui. Claudelle, c'est une médecin qui est extrêmement impliquée au niveau des enjeux de santé planétaire depuis plus de 10 ans. Elle a également été nommée en 2021 par le Women's Executive Network. Elle a été classée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada. Donc, c'est vraiment une spécialiste du sujet d'aujourd'hui. On a parlé de tout ce qui entoure les changements climatiques, la pollution, l'environnement, comment ces éléments-là ont un impact sur la santé individuelle, mais également sur la santé collective. On a parlé des problématiques, mais on a surtout parlé des solutions pour le futur. Donc, vraiment une écoute passionnante et un sujet qui est actuellement d'actualité, évidemment, avec l'été qui achève, mais on a connu ici un été au Québec parmi les plus chauds. On continue à voir l'impact des changements climatiques à travers le monde. Donc, c'est assurément une conversation à écouter pour des perspectives futures. Vous remarquerez que le décor du balado a changé. Je me trouve maintenant dans mon nouveau studio suite à un déménagement. Donc, studio que vous aurez la chance de reconnaître à travers les prochains épisodes progressivement, puisque j'ai quand même enregistré d'autres épisodes dans l'ancien studio maison-cuisine chez moi, qui sont encore à venir. Donc, vous allez voir un espèce d'hybride d'anciens et nouveaux studios pour les gens qui écoutent en vidéo. Et voilà, donc je vous laisse sans plus attendre cette conversation passionnante avec la docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers. Bon, alors on est parti ce matin avec docteure Claudelle Pétrin-Desrosiers. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'environnement Oui. et de santé. Deux sujets qui sont très liés, mais des fois, les gens ne le savent pas. Puis on va explorer cette question-là aujourd'hui. Toi, tu es médecin de famille et tu as un intérêt, disons, on pourrait dire, plus que ça, une vocation envers l'environnement, de voir comment on peut faire de la médecine préventive, de la médecine autour de la santé environnementale aussi, de la santé planétaire. Je trouve que c'est un angle niché à explorer, fait que je trouve ça intéressant de le faire avec toi ce matin. Peut-être résumer aux auditeurs un peu c'est quoi les différents chapeaux professionnels que Ouais. tu portes et pourquoi un médecin de famille s'intéresse à ça, tu sais, l'environnement et la santé. Moi, je suis médecin de famille. Je travaille dans un GMF universitaire au CLSH Laga-Maisonneuve. Fait que c'est ça ma job à temps plein. Je fais un peu de travail à l'hôpital Notre-Dame pour les gens qui ont besoin d'être hospitalisés quelques jours. Puis, j'ai la chance, en fait, de travailler comme responsable de santé planétaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, spécifiquement au département là, de médecine familiale, médecine d'urgence. Puis c'est un poste, en fait, qui a été un petit peu créé, créé sur mesure pour moi avec le parcours que j'avais, mais parce que on a besoin, en fait, euh, d'assurer une formation adéquate pour les médecins qui vont graduer des facultés de médecine aujourd'hui pour qu'ils soient outillés pour faire face aux défis environnementaux. Moi, cette question-là a commencé à m'intéresser les premiers mois de ma formation médicale. Je suis tombée sur un rapport qui avait été publié en 2009 par le magazine The Lancet, qui avait demandé à une commission de faire un état des lieux de l'impact des changements climatiques sur la santé. Puis la commission, en fait, la conclusion principale, c'était que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Moi, je suis tombée là-dessus à peu près 1 an et demi après l'apparition de ce rapport-là. Ça faisait 2-3 mois que j'étais en médecine. J'avais déjà eu la chance d'apprendre le cycle de Krebs, toute l'anatomie cellulaire très, très, très précise, toutes les attaches anatomiques de tous les muscles possibles du corps. Puis il n'y avait personne qui avait parlé d'environnement. Puis ce rapport-là concluait, en fait, tu sais, c'est ça, que les changements climatiques, c'est la plus grande menace à la santé. Puis j'étais comme, mais comment ça se fait qu'on me prépare à connaître en détail l'anatomie du corps humain quand on ne m'expose pas à ce qui le menace directement? Ça a comme... En fait, j'ai lu 2-3 fois le rapport, j'en revenais pas, puis ça m'a mis... En fait, j'ai décidé de faire quelque chose avec ça.
Puis, en fait, on commençait en 2011 à se poser ces questions-là. C'était assez nouveau, c'était un mouvement en croissance. Puis je suis comme tombée dans le trou au bon moment pour plus jamais être capable d'en ressortir, mais ce qui m'a donné accès à un très, très beau réseau partout à travers le monde, à travers une fédération internationale d'étudiants en médecine qui s'appelle IFMSA, International Federation of Medical Students Association. Et j'ai arrêté médecine pendant 1 an pour faire la fédération à temps Ah plein. ouais, hein? J'avais un mandat, je représentais 1,3 million d'étudiants en médecine dans 135 pays à travers le monde. Puis en fait, j'étais la liaison entre toutes les discussions à l'Organisation mondiale de la santé, aux Nations unies sur les changements climatiques, le développement durable, la santé mondiale. Et je me suis retrouvée à Lima en décembre 2014. Lima au Pérou? Lima au Pérou, qui était en fait qui hébergeait la conférence des changements, la conférence des parties, là, les fameuses COP. Oui, la COP. Les COP COP 11, COP climatiques. 12, COP Exact. 13. Ça, c'était la COP 20. COP Puis en 20. fait, la plus connue récente, c'est la COP 21, celle de Paris, qui a eu lieu en décembre 2015, où l'accord de Paris a été adopté, où les pays se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique à en dessous de 2 degrés, idéalement 1,5 degrés. Mais ces accords-là, ça se planifie. Puis l'année d'avant, en décembre 2014, l'objectif, c'était d'arriver à un brouillon de ce qu'allait être l'accord de Paris. Puis quand on était une délégation de 4 étudiants en médecine, il y avait à peu près 12-13 000 personnes. Puis quand on a reçu le brouillon, il n'y avait aucune mention de la santé. Aucune. Puis on était un petit peu non seulement très choqués de la chose, mais comment ça se fait alors que tu as des rapports scientifiques qui font clairement le lien, qu'on n'est pas capable de le transcrire à un niveau international de négociation, avec un peu l'idée sous-jacente que si on parle de santé, bien, on est capable peut-être d'augmenter un petit peu le degré d'ambition. Ou d'implication de la population. Exact. Ouais. Puis en fait, ce qui s'est passé là, puis je le raconte régulièrement parce que pour moi, ça a été marquant, mais on a réussi, on était 4 étudiants en médecine dans 12-13 000 délégués, à faire en sorte que la santé soit intégrée dans l'accord. Il y a maintenant, dans ce qui est devenu l'accord de Paris, il y a 2 références à la santé, puis ça a l'air très minime sur l'ensemble des mots, mais quand tout est négocié à la virgule près, puis que tu peux pas intégrer n'importe quel concept dans un accord international d'envergure comme celui-là, ça relève un peu du miracle. Puis ce qui est fascinant, c'est que j'ai eu la chance avec... il y a plusieurs mouvements là, dans ces grandes conférences-là, mais il y a un mouvement qui rassemble les jeunes, puis on me partageait un micro, puis tu sais, moi, j'arrive là, le discours, globalement, c'est soyez ambitieux, puis si vous voulez me rendre ma job plus facile comme médecin dans quelques années, bien, il faut un accord qui respecte la santé puis qui s'aligne avec les données scientifiques. Puis quelques jours après, mon collègue, qui était un Australien, qui faisait 6 pieds, un bon pied plus que moi, qui a un accent australien quand il parle anglais. Moi, on entend un peu le québécois quand je parle français, quand je parle anglais. Puis il se fait aborder puis comme c'est toi le médecin qui a pris parole, puis il comprenait rien parce qu'il était plutôt un petit peu introverti. Puis comme moi, ça me tente pas de parler devant les gens. Puis en fait, ce qui nous a fait réaliser que les gens avaient retenu qu'il y avait des gens en santé dans l'espace. Puis c'était encore anecdotique à ce moment-là. Puis peu importe ce qui est le messager, ça avait eu son impact. Puis moi, je suis restée avec l'idée que, ben, comme professionnel de la santé, on a une place autour de cette conversation-là. Puis le milieu environnemental peut avoir à gagner des gens en santé. Puis en santé, ben, on a notre part de choses à faire. Puis c'était important d'avoir cet ancrage-là puis cette réalisation-là parce que j'étais dans un entre-deux où, en médecine, on me disait c'est pas important, concentre-toi sur les traitements, les molécules, les maladies, tu seras pas un bon médecin sinon. Je l'ai entendu souvent. Puis en environnement, on me regardait en me disant mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas rapport. Puis ça me dit non, on a notre place. Si les gens sont marqués par la présence, on a notre place. Puis ce qui m'est amené après, quand je suis revenue de cette année sabbatique-là où j'étais un petit peu en recherche d'identité, est-ce que je continue la médecine? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Je suis revenue avec la conviction que, ben, pour être médecin au 21e siècle, je pouvais pas ne pas considérer les questions écologiques. Puis ce qui m'a amenée à devenir présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. J'ai complété ma formation en médecine familiale d'une 3e année qui a été reconnue par l'université où j'ai fait une maîtrise en environnement. Dans ma formation comme médecin de famille, c'est une première. C'est cool, ça. Oui, fait que tu sais, j'ai 3 ans, en fait, de formation comme médecin de famille, dont une année qui est une maîtrise en environnement où j'ai travaillé sur des bienfaits de l'exposition à la nature. On va s'en reparler. Oui, on en parlera. Mais tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis d'abord et avant tout médecin de famille, mais cet angle-là dans ma vie
est omniprésent. Puis je continue, tu sais, on fait beaucoup de formations continues, on fait du développement professoral, on a révisé la formation des étudiants en médecine. Parce que je pense que tu enseignes aussi à l'université un peu. J'enseigne des cours, on a monté Mhm. des cours, on accompagne des professeurs, tu sais, on fait beaucoup d'expertise, on est en train de développer plein de projets dans nos groupes de médecine familiale pour que les étudiants aient ces notions-là parce que, tu sais, des gens qui sont victimes de la chaleur, on en voit, des gens qui subissent la fumée des feux de forêt, on en voit, Ouais. tu sais. On a besoin d'être outillés, puis derrière tout ça, il y a aussi la conviction, puis non seulement la conviction, mais l'évidence scientifique qu'on a besoin de solutions face à la crise environnementale. Puis pour moi, je suis convaincue qu'il y a une clé de cette solution-là qui passe par une plus grande implication des professionnels de la santé. Ouais. Ça me fait penser à un parallèle. Tu sais, moi, je suis formé comme physio, Ouais. je travaille beaucoup avec le mouvement, je travaille à remettre des gens en activité Ouais. physique. Puis je vois du monde un peu de toutes sortes de niveaux d'activité physique, mais un des principaux déterminants des habitudes de vie en lien avec le mouvement puis l'activité physique, c'est beaucoup relié à l'environnement, Ouais. l'urbanisme, l'accès à des pistes cyclables. Tu sais, l'environnement des gens détermine en partie s'ils vont être actifs ou non, ce qui est un grand déterminant de la santé, Ouais. entre autres. Fait que ça va comme de soi qu'on fasse des parallèles puis qu'on essaie d'intégrer ça dans l'ensemble des professions puis qu'on voit la santé un peu basée sur cette forme environnementale-là Mais aussi. 100%. Puis, tu sais, on a souvent le beau rôle en médecine puis dans les professions de la santé de dire que on crée la santé. Mais la santé se crée à l'extérieur du Ouais, réseau de c'est la ça. santé. Tu sais, les données le montrent, là, dans une échelle populationnelle, les systèmes de santé sont responsables d'à peu près 20-25 là, dépendamment des pays, des types de systèmes de la santé, Mhm. etc. Mais de 20 à 25 de l'état de santé de la population. Il y a un Fait que la 5 grande il y a un majorité, c'est le 70 reste. c'est les déterminants sociaux. Puis, tu sais, l'approche de santé planétaire qu'on met de l'avant à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, puis que je parle dans mon livre, c'est une approche qui reconnaît que les déterminants sociaux de la santé existent parce qui ont leur fondation dans des écosystèmes qui sont vivants, qui sont eux-mêmes en santé. Puis Ouais. lorsque les fondations de ces écosystèmes-là sont fragilisées par la pression anthropique, la pression par les humains, notre volonté d'exploiter toujours plus les ressources naturelles, ben on voit des impacts sur les déterminants sociopolitiques de la santé, fragilité des communautés, accès plus difficile à la nourriture, Mhm. air de moins bonne qualité, etc. Puis, tu sais, l'approche de santé planétaire, finalement, c'est assez simple, c'est reconnaître que notre santé est interdépendante des écosystèmes dans lesquels on vit. Puis ce que je trouve intéressant, tu sais, tu te sentais un peu comme entre Ouais. deux chaises quand tu étais et médecin et impliqué en Ouais. environnement. C'est comme s'il fallait que tu fasses un choix. Ouais. Récemment, j'ai donné des conférences sur la désinformation en Mm. ligne. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens à faire avec les changements Ouais. climatiques en lien avec ça. Puis un des modèles qui était démontré comme étant comme un peu un cadre conceptuel des solutions, il insistait sur le fait d'être interdiscipline pour trouver des solutions. Fait que, tu sais, ça va un peu de soi que des experts en environnement s'assoient autour de la table avec des experts en santé pour réfléchir à des situations ou des solutions communes. Non, 100%. Puis c'est ce qui est fascinant avec l'approche de santé planétaire. On mise sur l'interdisciplinarité pour trouver des solutions. On n'a pas le choix. Puis il y a une approche qui est intéressante. Il y a un pilier qui est aussi intéressant, c'est de reconnaître tous les savoirs ancestraux qui ont été souvent négligés par la science. Un petit peu occidentalisée, là, mais de reconnaître qu'il y a des gens qui connaissent le territoire, puis on pense beaucoup à des populations autochtones, mais qui ont une maîtrise de ce qui se passe autour d'eux, qui ont une sensibilité. Puis l'approche de santé planétaire permet de mêler un petit peu toutes ces approches-là, puis ce qui en fait une vision excessivement riche, inclusive, mais aussi tournée vers les solutions. Quand je mentionne au passage que tu es autrice aussi de Ouais. ton livre qu'on a ici pour les gens qui écoutent en vidéo, la santé planétaire, prescription médicale pour un environnement sain. D'ailleurs, je mettrai le lien pour les gens qui veulent se le procurer dans la description de l'épisode. Quand je feuilletais à travers ton livre, c'était un peu pour moi une espèce de claque dans la face de c'est un peu aberrant de mettre autant d'argent puis de temps à développer une innovation médicale et d'être capable de soigner du monde de plus en plus malade si on prend pas soin de trouver solution aux racines puis les structures qui génèrent ces problèmes-là. Tu sais, c'est comme si on est toujours en train d'essayer de traiter, pas beaucoup d'accent encore mis sur la prévention, mais même c'est comme de la macro-prévention, comment on organise les lieux dans lesquels on vit. Oui, non, ça, c'est une question éthiquement aussi très intéressante. Puis, tu sais, récemment, avec toute la politique sur l'accès aux médecins de famille, la première ligne, tout ça, je suis allée fouiller un petit peu les données. Puis,
sais, au Québec, ça reste qu'on sous-investit beaucoup en prévention puis en première ligne. Puis moi, une des choses qui m'a le plus fâchée dans les dernières années, c'est en 2015 de mémoire, on a coupé de 30% les dépenses en santé publique en disant pas trop de besoins. La pandémie est arrivée puis on était surpris qu'il y ait des sous-effectifs en santé publique. Ouais. Ça, c'est une méchante claque dans la face Oui, aussi. puis tu sais, là, ça va un petit peu mieux. On se permet de couper. On fait des politiques de prévention en santé publique. On n'alloue pas les ressources financières. Puis on est comme étonné qu'il y ait des gens toujours plus malades, toujours plus complexes. Puis on favorise beaucoup l'innovation. Puis c'est un peu la même chose avec les changements climatiques. Hein. On a l'impression qu'il y a une technologie miracle qui va nous permettre de capter tout le carbone qu'on a émis puis qui va nous générer une efficacité énergétique incroyable. Alors que ce qu'on a besoin de faire, puis les données scientifiques sont claires, c'est de réduire notre consommation énergétique, de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, puis d'arrêter un petit peu d'avoir un faux optimisme envers le fait qu'une technologie va nous sauver. Puis en santé, souvent, on surinvestit un petit peu trop en troisième, quatrième ligne. On célèbre l'innovation. Je pense que ça fait partie un petit peu d'un caractère sans reconnaître que on a des recettes de base qui fonctionnent. Puis t'en parlais, bouger, respirer sainement, manger de façon équilibrée. Puis toutes ces approches-là s'intègrent parfaitement dans une optique de santé planétaire. Fait que pour moi, c'est une approche qui regroupe beaucoup de choses, mais qui me permet de donner un sens comme dans ma pratique comme médecin de famille, mais aussi comme contributrice au développement un petit peu de la formation, du savoir, quelles valeurs, quels éléments on met dans la tête de ceux qui vont être appelés à soigner. Mais oui, je te rejoins là-dessus. Ça redéfinit un peu peut-être même la définition de ce qu'on entend par la santé, tu sais, ou comme autant une personne en santé, un monde en santé, une planète en santé, fait qu'il y a tout ça à revoir. Justement, c'est quoi le lien entre l'environnement et la santé? Tu sais, mettons, de faire un tour d'horizon général de pourquoi parler d'environnement, ça nous permet également de parler de santé. C'est une très belle question. On pourrait en avoir pour plusieurs heures. Tu sais, je te résumerais ça comme ça. L'environnement et la santé sont indissociables l'un et l'autre. Puis je pense que ça, les gens commencent à le comprendre puis à le vivre là, avec les récentes chaleurs, les feux de forêt, les détériorations de la qualité de l'air, les inondations. Mais tu sais, on est un petit peu face à une triple crise écologique. Puis c'est ce que je détaille un petit peu dans mon livre qui influence énormément la santé, puis on ne pourra jamais espérer avoir une population qui est saine si on n'intègre pas ces éléments-là. Ces trois crises écologiques qui vivent ensemble, là, c'est les changements climatiques, la pollution, puis le déclin de la biodiversité. Juste les changements climatiques, on les reconnaît comme la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Ils viennent impacter à peu près tous les systèmes du corps et tout ce qu'on connaît de la santé. On peut facilement penser à la chaleur extrême, aux feux de forêt, aux inondations, à certains types d'infections qui sont influencées par les variabilités météorologiques. On pense aux impacts sur la santé psychologique, de vivre dans un siècle de bouleversement climatique, mais aussi le fait d'être témoin d'événements météorologiques extrêmes. On parle de sécheresse, on parle de migration forcée. Fait que tout ça, il y en a énormément décortiqués, puis à leur façon, ils ont chacun leur déterminant ou tout ça, mais ils viennent moduler la santé. Après, tu as la pollution. La pollution est souvent négligée parce que, particulièrement en Amérique du Nord, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un environnement où la qualité de l'air est bonne, mais juste au Québec, la pollution atmosphérique, c'est plus que 4000 décès prématurés à chaque année avec des coûts d'à peu près 34 milliards de dollars. Ça, c'est Santé Canada qui le dit. Le gouvernement canadien publie un rapport à chaque 2-3 ans, puis après, personne n'en parle, mais c'est affreux comme chiffre. Puis l'OMS révise ses normes de qualité de l'air, puis le Québec dit non, on n'a pas besoin de notifier, on a déjà des normes suffisantes, mais nos normes... 4000 décès par année, c'est ça que tu dis? Combien sont décédés pendant la COVID-19? C'est-tu comparable? C'est comparable. Fait que par année, c'est comme si on avait l'équivalent des décès de la COVID-19. Oui. Ce qui est juste pour la pollution, qui est quand même surprenant. Non, c'est énorme. On peut faire des parallèles avec d'autres types de maladies qui sont excessivement médiatisées. Je pense entre autres à certains types de cancers qui génèrent à peu près le même nombre de décès, mais dont on a des campagnes de sensibilisation à chaque année. Puis l'idée, c'est pas de dire qu'est-ce qui est pire, mais on n'en parle pas suffisamment. Puis souvent, c'est parce que, tu sais, si tu meurs d'un cancer du sein, ça va être écrit, c'est comptabilisé. Quand tu meurs des conséquences de la pollution, c'est pas écrit sur ton certificat de décès. Ouais. C'est la maladie que la pollution va induire. C'est des maladies respiratoires ou autres, ou cancer, ou peu importe. Oui, cancer des poumons, mais on parle beaucoup de décès par infarctus du myocarde, donc crise cardiaque, ou des décès par AVC. Mais la pollution atmosphérique,
encore une fois, les dernières données nous démontrent que c'est plus toxique que ce qu'on pense. Puis pour certains types de polluants, notamment les particules fines, là, les PM2.5, il n'y a pas de seuil jugé sécuritaire. Mm. Puis ça, c'est intéressant comme concept parce que, tu sais, pour plusieurs substances toxiques, tu as comme un seuil de dose-réponse. Tu sais, par exemple, le Tylenol, en dessous d'une certaine dose, c'est 100% sécuritaire, mais au-delà d'une dose, tu peux tomber en insuffisance hépatique. Pour les particules fines, il n'y a pas de seuil sécuritaire. Donc, chaque exposition est réputée pour entraîner des réactions inflammatoires oxydatives dans le corps qui peuvent, à long terme, influer sur le risque de certains types de cancers et de maladies. Puis on pourrait y revenir, mais je veux juste pas oublier le troisième, le troisième pilier, biodiversité. la biodiversité. Puis est souvent négligée, encore une fois. Puis moi-même, en fait, tu sais, on en parle tellement peu, particulièrement dans une perspective de santé, que je suis un peu plongée là-dedans quand j'ai écrit mon livre. J'avais besoin de la vulgariser. Puis c'est fascinant, non seulement les recherches émergentes sur les liens de la biodiversité et la santé, par exemple, l'exposition en jeune âge comme facteur de protection sur le développement de maladies immunitaires, le rôle que ça joue sur notre microbiome. Fait que même comme les allergies, des choses comme Même ça. comme les allergies. Plus que tu es exposé en jeune âge à une biodiversité de qualité, ça semble avoir un élément protecteur contre le risque de développer certaines maladies ou problèmes de santé d'origine immunitaire. Puis on sait aussi qu'une biodiversité qui est riche, qui est saine, qui s'équilibre entre elles est protectrice parce qu'elle limite un petit peu le risque que nous-mêmes, on soit exposés à des pathogènes nocifs pour nous. On peut penser à des infections notamment, mais il y a plein de maladies, un peu d'influence zoonotique qui, dans un environnement équilibré où tu as autant de gros que de petits mammifères ou de petits animaux, bien, les risques sont comme contenus. Puis, il y a beaucoup de liens qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas. Puis, lorsqu'on menace ou qu'on déséquilibre la biodiversité, ils émergent. Puis là, on connaît un déclin, la plus grande extinction de masse qui se déroule sous nos yeux. On perd des espèces animales à chaque année, dont les répercussions sur les chaînes au sein des écosystèmes restent à ce jour peut-être sous-estimées et inconnues. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ces trois crises-là partagent sensiblement les mêmes solutions. Si on respecte et on protège les milieux naturels, on donne une chance à la Terre de se rééquilibrer et de nous protéger en retour. Comment on définit biodiversité? Ça englobe jusque quoi? Ça englobe tout, en fait. C'est la variabilité des écosystèmes, des espèces au sein des écosystèmes, puis la variabilité des génétiques au sein d'une espèce. Fait que, tu sais, c'est une diversité très, très large, autant de la faune, de la flore, mais au sein, par exemple, des espèces, d'avoir des espèces qui ont un bagage génétique varié. Puis c'est ce qui permet d'éviter de certains types de maladies auprès des animaux ou même chez nous, là, quand il y a une variabilité génétique, s'il y a une souche commune, bien, le risque d'erreur génétique est augmenté. On le voit beaucoup en santé. Il y a plusieurs maladies génétiques qui ont des noyaux. Là. En santé, on parle souvent du noyau du lac Saint-Jean. Oui, effectivement. Mais c'est ça, quand tu as une variabilité génétique, ça diminue un petit peu le risque d'erreur génétique qui pourrait engendrer des maladies. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de ces trois-là. On les a bien introduits. Quand on commence en parlant des changements climatiques, d'ailleurs, en ce moment, là, on enregistre, on est le 21 juillet. Ne serait-ce que dans la dernière semaine seulement au Québec, il y a eu des inondations à Montréal avec des grosses pluies torrentielles. Il y a eu des avertissements de la qualité de l'air. Puis, il y a eu des avertissements de vagues de chaleur. Fait que, ne serait-ce que juste dans cette semaine, c'est vraiment d'actualité de parler de ça. Puis, tu as parlé aussi des feux de forêt. Bien, on a vu du smog, des feux de l'Ouest, puis de la Californie, etc. Fait que l'ensemble des catastrophes naturelles, si on peut les mettre sous ce grand chapeau-là, c'est quoi les genres d'impacts? Et si on fait un survol des impacts, il y a la santé physique, il y a la santé mentale, mais il y a aussi l'espèce d'impact qui est dur à mesurer de comme le coût de société là, que ça impacte. Des gens qui sont en train de rénover leur sous-sol pour la 3e fois, qui prennent des arrêts de travail à cause de ça, qui vident leur REER. C'est comme des conséquences qui sont vraiment dures même à chiffrer. Fait que peut-être commençons avec l'impact physique. Commençons avec ça. Ben, moi, j'aime bien classifier quand on regarde, en fait, comment les changements climatiques vivent dans nos sociétés, particulièrement, si on prend le Québec, là, la chaleur, les inondations, les feux de forêt, c'est les trois principales. On peut parler d'infections. Les allergies saisonnières sont influencées par les changements climatiques. Puis après, tu as tout le volet un petit peu d'insécurité alimentaire. Puis
chacun à leur façon, je pense que c'est intéressant de comprendre les dynamiques puis les impacts à la fois physiques et mentaux. Tu sais, si on prend juste la chaleur tue à chaque année au Québec. Oui, quand il y a des vagues de chaleur, c'est pire. Les vagues de chaleur les plus mortelles sont souvent en début de saison estivale parce que le corps est comme moins acclimaté. Puis c'est important un petit peu de saisir qu'est-ce qui nous rend vulnérables à la chaleur, puis d'adapter un petit peu nos comportements. Mhm. Les personnes les plus vulnérables à la chaleur, naturellement, c'est les personnes âgées, Ouais. plus qu'on vieillit. Puis il y a des raisons un petit peu biologiques derrière ça. Notre hypothalamus, qui est comme notre thermomètre corporel Interne, là. interne, se fatigue avec l'âge et devient moins efficace. Donc, il répond moins aux signaux de la chaleur. Notre corps perçoit moins la chaleur. Les mécanismes de sudation avec l'âge sont moins efficaces. Et donc, on ressent moins. On a comme c'est comme si on recevait pas les signaux, mais notre corps souffre. Ouais. Et ce qui fait qu'en sorte que les personnes âgées sont plus vulnérables. Lorsqu'on prend un ou plusieurs médicaments, il y a certains médicaments qui peuvent interférer avec notre capacité aussi à réguler notre chaleur. Il y a certains types d'antidépresseurs qui peuvent jouer, là, surtout les inhibiteurs sélectifs, la Ouais. recapture de la sérotonine, les ISRS, là, les petits acronymes. Puis si on prend des médicaments de la famille, notamment des diurétiques, là, qui nous font évacuer l'eau, on peut les prendre pour différentes raisons. Des fois parce qu'on a un problème cardiaque, des fois parce que on a un problème de pression artérielle. Il y a certains types de médicaments qui peuvent augmenter un petit peu notre risque de déshydratation. Après, il y a tout ce qu'on fait comme travail. Puis on a l'impression, des fois, vu qu'on est jeune, en bonne santé, on n'est pas trop impacté, mais il y a eu des conséquences très graves dans des milieux d'emploi parfois de jeunes hommes là, en bonne santé, soit des travailleurs agricoles ou des travailleurs de la construction, qui sont exposés à des longues heures à l'extérieur sans que les normes de travail soient adaptées à la chaleur. Ils n'ont pas des pauses suffisantes, ils n'ont pas accès à l'ombre. Puis la chaleur, en fait, l'INSPQ a fait des études, là, mais plus qu'il fait chaud, plus qu'il y a des réclamations d'accidents de travail à la CNSST, probablement par des enjeux d'inattention ou d'enjeux de concentration Ouais. là, liés à la chaleur. Parce que normalement, il faut adapter notre façon de travailler Oui, dans une journée comme ça pour moins, les gens moins qui sont intense, exposés. Là. exact. Ouais. Moins intense, moins de longues heures, plus de pauses au frais, etc. Après, tu as les femmes enceintes. Il y a des belles études qui ont été faites en Californie sur des 400 000 personnes, 400 000 femmes enceintes qui démontraient que quand tu étais exposée à la chaleur en grossesse, ça avait des répercussions sur l'accouchement, la santé néonatale. Il y avait plus de complications dites majeures à l'accouchement. Après, il y a tout en fait le lieu où tu habites. Fait que c'est pour ça que c'est compliqué quand on parle de changement climatique et de santé parce qu'on se rend compte que il y a énormément d'éléments, de déterminants intégrés dans l'équation, puis on peut pas avoir une solution simple à un problème complexe, là. Le lieu d'habitation est important parce que, bon, il y a comme une vulnérabilité accumulée qui est souvent associée à un certain degré de défavorisation socio-économique. Fait que les gens qui sont souvent moins aisés financièrement, qui vivent dans des quartiers réputés comme étant moins riches, sont plus exposés à la chaleur pour des raisons d'ordre construite, là, socialement construite ou industrielle. Là. Il y a souvent plus d'exposition à des endroits qui produisent la chaleur. Les là. îlots de chaleur. Là, Des choses îlots de comme ça. chaleur, mais aussi des zones industrielles. Il y a moins de verdure, il y a plus de grandes routes non protégées parce que les routes génèrent beaucoup de chaleur. Puis les logements, souvent, quand tu as un logement qui est vieux, qui n'est pas ventilé, c'est pas tout le monde qui a accès à un air climatisé. Fait que les vulnérabilités peuvent s'accumuler, tu sais. Puis moi, juste la semaine passée, j'étais de garde à l'hôpital, puis j'ai admis 2 personnes qui ont probablement eu des conséquences de la chaleur. Il faisait 30-35 degrés dans leur appartement, sont devenus confus, mélangés, température en haut de 40 degrés. Puis là, on cherche une infection, mais tu sais, c'est la chaleur ou ils ont tombé parce qu'il y a une faiblesse liée à la chaleur. Fait que, tu sais, ces gens-là, on les voit en milieu hospitalier. Puis bon, après, on oublie souvent, mais les grands sportifs qui disent « Ah, il fait 35 degrés, c'est pas grave, je vais quand même faire ma longue course de la semaine, c'est dans mon plan d'entraînement, puis là, j'y vais, il y a 11 heures. » Ben, de façon accumulée, ça peut avoir des impacts significatifs, tu sais. Fait que la chaleur en tant que telle, c'est excessivement mortel. Ça augmente le taux de mortalité dans la population quand il y a une vague de chaleur de 10 à 15 %. Les gens consultent à l'urgence pour plus de problèmes, plus de complications de maladies existantes. Puis après, ce qui est dangereux, c'est que l'effet dure. Hein? La vague de chaleur termine, puis
le stress thermique a comme pas fini de faire son œuvre sur le corps, fait qu'on peut s'attendre à des impacts jusqu'à 7 jours après la fin de la vague de chaleur. Parce que c'est long de s'adapter aussi à un Oui, changement de température. exact. Fait que même si la vague de chaleur est terminée, si ça fait, je sais pas, de juste 2-3 jours de chaleur intense, le corps n'a pas eu le temps de s'adapter pour ça Non, nécessairement. puis il est comme, tu sais, il essaie de compenser, puis à un moment donné, des fois, il réussit Ouais. juste pas, tu sais. Puis que la chaleur, c'est une préoccupation majeure. Puis, tu sais, avec les changements climatiques, on parle d'un réchauffement moyen. D'ailleurs, la cible de 1,5, elle est hors de portée, là. On l'a pratiquement atteint dans certaines zones du monde. Puis la moyenne globale risque d'être atteinte d'ici la fin de la décennie. Pour Donc, le 1,5 pour le degrés Celsius 1,5 de degré réchauffement global. de réchauffement global. Puis il y a des zones, comme le Canada, qui se réchauffent plus vite que le reste du monde. Puis pour des raisons de réfection, de perte de glace, puis surtout de perte de glace là, en Arctique. Puis il y a des zones du monde qui vont simplement devenir inhabitables parce que pour vivre puis pour être capable de subvenir à tes besoins, il y a des températures moyennes qui sont nécessaires. Puis lorsque la température moyenne annuelle dépasse les 28 degrés de mémoire, ce qu'on voit actuellement juste dans certaines zones du Sahara qui sont inhabitées, ben c'est plus possible d'entretenir en fait de la subsistance, de l'agriculture de subsistance. Les gens vont partir. Puis avec le réchauffement climatique global, ben on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus de zones comme ça à travers le monde qui soient simplement inhabitables. Donc, la chaleur, c'est une préoccupation immédiate, mais aussi future parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des zones où les gens vont être appelés à déménager, puis c'est ce qui va tuer le plus de monde. Il y a eu des vagues de chaleur qui ont fait des 40 000, 70 000 décès en Europe dans les dernières années, puis on dirait qu'on n'apprend pas de ça de façon aussi forte qu'on pourrait. Mais même au Québec, on le voit. Puis la santé publique, en 2018, il y avait eu une vague de chaleur à Montréal qui avait fait près de 70 décès. Puis dans le rapport, on conclut, on fait un portrait un petit peu de qui est décédé. C'est évidemment des gens qui avaient souvent, en fait, qui étaient plus âgés, qui avaient des problèmes de santé chronique. On parle de problèmes vasculaires, là, de maladies cardiaques, de maladies pulmonaires, d'obésité, de troubles psychotiques. Mais on conclut aussi que le risque de décéder était beaucoup influé par notre lieu de résidence et que dans certains quartiers, pour des facteurs de santé similaires, on avait 2 fois plus de risques de décéder de la chaleur. Puis ça, c'est une injustice qui perdure à Montréal. Puis on la voit à travers le Québec. Là, c'est pas propre à Montréal, mais on le sait qui décède dans la chaleur. Puis pourtant, c'est comme si notre réponse à ça reste largement insuffisante. Moi, c'est d'une tristesse, mais aussi c'est très, très fâchant. Et puis je pense que même l'impact des changements climatiques sur la santé sont accentués par les inégalités sociales. 100%. Tu sais, les gens cumulent des facteurs de... Il y a des gens qui cumulent des facteurs de vulnérabilité, puis des fois, c'est difficile de se l'admettre, mais c'est ça. Il y a certains quartiers à Montréal qui accumulent, en fait, qui sont proches de zones. Tu sais, moi, un exemple, moi, je travaille dans Hochelaga Maisonneuve. Il y a un espace vert qui sert un peu d'îlot de fraîcheur puis de lieu qui va devenir un stationnement en container qui va se développer en îlot de chaleur. On propose d'augmenter le trafic sur une des routes principales qui a déjà plein de trafic. Le trafic génère non seulement de la chaleur, mais de la pollution puis un risque d'accident. Puis c'est un quartier où on sait qu'historiquement, il y a moins d'arbres, mais ça s'accumule. Il y a des déserts alimentaires dans le quartier. Fait que, tu sais, il y a comme une accumulation où c'est sûr qu'il y a des quartiers, il y en a d'autres, là, des quartiers comme ça à Montréal, mais tu sais, je vois mes patients, puis on n'a pas le choix d'avoir cette conversation-là des fois sur les risques pour leur santé qui sont liés à l'environnement dans lequel ils vivent. Puis c'est un luxe de pouvoir choisir son logement oui, absolument. Surtout ces temps-ci, avec les loyers qui montent, la crise du logement. Fait que, tu sais, c'est pas vrai, tu peux juste dire à quelqu'un déménage. T'sais. Non, effectivement. Fait que ça ferait un bon résumé pour ce qui est des impacts de la chaleur. Maintenant, tu avais parlé des feux de forêt. Oui, on en a. En fait, les feux de forêt étaient quand même lointains jusqu'à temps qu'on les vive il y a 2-3 ans, puis que là, on se rend compte que finalement, on est touché par la fumée des feux de forêt. On avait l'impression que c'était beaucoup la Californie, l'Ouest. Les dernières années, c'est la première fois où moi, je prenais conscience qu'il y avait ça même au Canada puis même au Québec. Oui. Tu sais, les feux de forêt,
c'est un réel problème pour les changements climatiques. Puis, en fait, les changements climatiques vont favoriser là, l'émergence des feux de forêt, notamment par la sécheresse des sols, les cycles de gel-dégel au printemps qui sont différents, une réduction des fois des pluies à certains moments clés de l'année, fait que les sols sont plus secs. Puis il y a une instabilité météorologique qui peut favoriser là, l'émergence de foudre et de tonnerre, de foudre là, qui peut servir d'allumage. Mais les feux de forêt, les arbres ont la capacité phénoménale de capter le carbone et d'autres particules polluantes. Et quand ça brûle, mais ça relâche ce que ça a capté. Fait que les feux de forêt génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Puis dans certains pays, comme l'Australie, il y a certaines années où les feux de forêt ont complètement anéanti tout effort de réduction des changements climatiques. Ah ouais, hein? Puis c'est comme fait que ça entraîne un cercle vicieux. Puis l'autre particularité des feux de forêt, c'est que ça peut voyager sur des milliers de kilomètres. Donc on peut avoir des détériorations de la qualité de l'air à Montréal de façon majeure pour des feux de forêt qui ont lieu à des milliers de kilomètres de chez nous. C'est ce qu'on voit dans les dernières années. C'est ce qu'on voit. Puis tu sais, l'année passée, il y a des feux de forêt. Il y a 2 ans, il y a des feux de forêt à Sept-Îles qui avaient rendu New York complètement, un petit peu apocalyptique pendant une couple de jours. C'était une espèce de nuage. De nuages orangés. Il y a un effet très immédiat des feux de forêt qui va évidemment sur la santé respiratoire. Fait que, quand on respire un air qui est très, très, très pollué, si on est relativement en bonne santé, on peut s'en sortir. Là, ça va picoter un petit peu dans la gorge, les yeux vont couler, on va être incommode. C'est une petite gêne respiratoire, mais bon, on passe à autre chose. Mais c'est démontré que ça augmente la mortalité chez les gens qui ont des facteurs de risque, notamment cardiaques et pulmonaires. Et ça peut déclencher des crises, des détresses respiratoires. Il y a eu, en 2014, dans le territoire du Nord-Ouest au Canada, un été où il y a eu des feux de forêt pendant 2 mois et demi à peu près dans une région plutôt reculée. Puis j'ai une collègue urgentologue qui travaillait là-bas, Courtney Howard, puis qui a publié là-dessus parce qu'elle étudiait un petit peu l'impact sur la santé de sa population. Puis elle a réalisé qu'il y avait le double en fait de consultations à l'urgence pour des problèmes pulmonaires. Puis ce qui a attiré mon attention, c'est que dans certains dispensaires, ils ont pratiquement manqué de médicaments, notamment de salbutamol, le nom courant, les pompes de Ventolin, parce que les gens en consommaient plus, en avaient plus besoin. Puis ce qui révèle un petit peu toute la question de les chaînes d'approvisionnement pour des médicaments jugés essentiels qui peuvent être perturbés, franchement, par la détérioration de la qualité de l'air ou par les besoins croissants. Puis dans certaines zones, dans certains, en fait, centres, notamment même à Ottawa, ils ont dû fermer des centres opératoires parce que les filtres pour assurer la qualité de l'air jugés suffisante pour un contexte opératoire, mais ça fonctionnait plus. Donc, les chirurgiens ont dû annuler des chirurgies jugées non urgentes puis les reporter à cause de la qualité de l'air. Et ça, on l'a vu en Colombie-Britannique il y a quelques années, ça a été à Ottawa il y a 2-3 ans. On n'est pas exempt de ça à Montréal, mais on est comme Jamais on penserait que la qualité de l'air peut influencer la capacité de faire des chirurgies. Oui, là, mais ça a été, tu sais, c'est pas anecdotique, là, c'est un fait, puis on se prépare pas à ça. Puis bon, fait que ça, c'est un peu l'aspect respiratoire. Mais évidemment, quand tu vois ta maison partir en flammes, ça a évidemment des impacts catastrophiques sur la santé mentale. Puis il y a des études qui ont été faites sur les jeunes qui démontraient que le taux d'anxiété, de dépression, d'idées suicidaires, puis même de troubles de l'usage, de dépendance variés augmentait dans les mois qui suivaient l'impact d'un feu de forêt sur une communauté. Fait que les embranchements sont plutôt longs, mais tu sais, je pense que dans un point de vue de qu'est-ce qu'on peut faire comme système de la santé pour se préparer, il y a toute la question de est-ce qu'on est adapté, est-ce qu'on a des protocoles si jamais on doit évacuer, parce que il y a 2-3 ans, l'hôpital de Sept-Îles a fermé à cause des feux de forêt. Ils ont envoyé des patients partout. Moi, j'ai accueilli à l'hôpital Notre-Dame des patients qui venaient de Sept-Îles, dont des gens qui étaient presque en fin de vie ou qui avaient des démences assez avancées, qui se sont retrouvés à 1000 km de chez eux, sans famille, sans référence. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fait des déliriums, qui est quand même important là, pour la santé d'une personne, qui peut précipiter une détérioration franche de l'état de santé des gens. Mais c'est toutes des choses qu'on a comme encore la misère à anticiper, mais qui font partie des impacts réels, notamment des feux de forêt ou de tout en fait des événements météorologiques extrêmes là, liés au changement climatique. C'est qu'on néglige en fait un peu l'effet boule de neige qui s'ensuit. C'est les gens, ce qu'ils vont voir, c'est les images aux nouvelles qui sont assez perturbantes. Mais après ça, il y a des gens que ça leur prend des années reconstruire leur vie après ça. Oui, puis ça donne des signes. Tu sais, je veux dire, tu perds
tu perds ta vie, tu perds une partie de toi-même. Je pense que l'impact sur la santé mentale, puis c'est un peu la même chose avec les inondations. L'impact sur la santé mentale, les gens restent marqués, des gens qui restent traumatisés de ça, puis avec raison, tu sais. Non seulement l'impact financier peut être monstre, il y a des assurances qui couvrent même plus ou qui refusent de couvrir certains types. Aux États-Unis, il y a des maisons qui sont simplement plus assurables parce qu'ils sont dans des zones jugées trop à risque. Puis c'est le cas même au Québec, ça avait fait les nouvelles. Il y a des cartographies de risques d'inondation qui ont été mises à jour récemment, puis les gens se retrouvaient maintenant dans une zone à risque alors qu'ils ne l'étaient pas. Puis là, ça changeait un petit peu la valeur de la maison, l'assurabilité, la capacité de revendre. Puis là, les gens se retrouvent un petit peu au dépourvu parce qu'ils se sont dit, ben moi, c'était mon investissement. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ma maison vient de perdre la moitié de sa valeur parce que soudainement, on l'a mis dans une région à risque. Puis tu sais, c'est pas volontairement qu'on identifie les risques. Là. Les changements climatiques génèrent des nouvelles zones à risque. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a toute cette question-là qui est présente puis qui a une influence indéniable sur la santé. Oui, puis on ajoute là-dedans le stress financier que ça occupe, ne serait-ce que perdre l'équivalent de sa valeur. Tu sais, la maison des gens, souvent, c'est un peu leur fonds de retraite ou c'est leur protection face à l'inflation. C'est un peu leur coussin de sécurité. Quand ça, c'est menacé, c'est un méchant stress financier. Oui, énorme. Les inondations, ça a-tu des impacts sur la santé physique qui sont bien documentés? Commence à être mieux documenté. Il y a certaines études, en fait, de façon intéressante, il y a eu des grandes inondations dans la vallée du Richelieu de mémoire en 2001. Et il y a certaines études préliminaires qui avaient démontré que ça avait peut-être joué sur une augmentation de crise cardiaque, probablement liée au stress. Puis finalement, des études postérieures n'ont pas réussi à répliquer l'effet, probablement parce que c'était des études de plus petite envergure, puis il manquait de patients, puis tout ça, mais il y avait une tendance à une augmentation du risque cardiovasculaire lié aux inondations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les études ont démontré qu'en fait, quand tu vivais une inondation puis tu devais quitter ta maison de façon précipitée, tu vas sauver en premier des souvenirs qui te sont chers. Tu vas pas partir avec tes médicaments. Ouais, c'est un bon point. Ouais, puis c'est des fois tu te dis OK, pourquoi mais après ça engendre des fois des problèmes, des complications de problèmes chroniques qui étaient bien contrôlés par manque de compliance subite qui s'explique. Les gens prennent plus leur pilule parce qu'ils ont sauvé autre chose. Fait que ça a été démontré. Après, il y a tout un risque, en fait, d'accidents un peu traumatiques là, liés à soit au risque d'électrocution, des débris, etc. Puis il y a aussi un risque d'exposition à des moisissures ou des zones un peu d'eau stagnante qui pourraient favoriser l'émergence de certains types de bactéries et de virus. Donc, tu sais, ça, c'est en termes d'impact physique. Puis là, en termes d'impact psychologique, évidemment, c'est majeur. Puis il y a une médecin en santé publique en Estrie, Dr. Mélissa Généreux, qui a quand même bien étudié le phénomène. Elle a publié beaucoup d'études là-dessus. Elle a publié beaucoup. Puis, en fait, il y a une des études qu'elle a publiées qui est à peu près sur 3000 patients, en fait, 3000 personnes qui avaient vécu des inondations de différents degrés. Là, certains étaient dans la communauté inondée, mais leur maison à eux n'avait pas été inondée. Certains avaient reçu un petit peu d'eau, mais sans plus, puis d'autres qui avaient été très touchés. Puis dans ceux qui avaient été très touchés, il y avait quand même un bon échantillon, là, mais plus de 50% d'entre eux, dans les mois qui suivaient, là, avaient des critères diagnostiques pour un trouble de l'humeur, dépression, trouble d'anxiété, choc post-traumatique, enjeu de sommeil, ce qui est énorme. Ouais. Puis moi, ça m'a fait réfléchir comme médecin, parce que, encore une fois, l'accès aux services en santé mentale est parfois très difficile dans le réseau public. Les délais sont très longs. Puis quand tu sais, un rôle de médecin, de professionnel de la santé, c'est oui, prendre en charge, traiter, mais c'est d'assurer qu'on est capable de donner les services que la population a besoin. Puis il y a toute une optique de planification. Puis dans un siècle de changement climatique, mais quand on anticipe un petit peu les besoins, évidemment, il va falloir anticiper les besoins en santé psychologique, des gens qui vont être touchés par des événements météorologiques extrêmes. Les inondations, on a déjà les données. Les feux de forêt, on a déjà les données. Les gens, ça génère des enjeux de santé mentale. Les gens ont besoin de soutien psychologique. Ça peut être de différents types. Ça peut être du soutien individuel, du soutien collectif. Tu sais, puis pour fermer la parenthèse sur Dr. Généreux, celle qui a répondu au nom de la santé publique quand il y a eu l'accident à lac Mégantic. Bon, c'est pas une catastrophe, c'est une catastrophe écologique, mais pas climatique. Mais là, elle tente de développer une approche de résilience communautaire qui pourrait se répliquer dans d'autres catastrophes climatiques. Puis il y avait tous des projets qui ont été développés pour le bien-être de la communauté. Puis je pense que c'est une avenue super prometteuse qui permet
à peu de coûts de donner beaucoup de services à la population, tu sais. Ouais, Mais clairement. on n'a pas le choix de planifier mieux. Puis ça, pour moi, c'est un élément important qui est négligé actuellement dans les conversations qu'on a sur le réseau de la santé au Québec. Ouais. Puis pour avoir vécu personnellement dans ma famille des inondations répétées, Ouais, là, je sais de proche l'impact du ouais. stress psychologique que ça amène. Puis, tu sais, c'est peut-être anecdotique, mais je suis sûr qu'il y a d'autres physios qui ont vécu ça. L'année passée, quand il y a eu les grosses inondations, je pense que c'était au mois d'août, là, suite aux pluies Mhm. torrentielles, j'ai vu plusieurs personnes qui sont venues me voir pour des blessures suite aux travaux Ah physiques ouais. nécessaires parce qu'il y a souvent un enjeu de temps. Fait que là, Mhm. les gens, ils font comme du 12 heures par jour de démolition, puis se Vider, pencher, déplacer des ramasser des murs, des affaires. Puis, meubles, tu sais, ouais. les gens, ils vont comme être sous le stress, fait qu'ils vont pas nécessairement prendre des pauses, puis bien Ouais. dormir et tout ça. Puis, tu sais, bon, personne meurt d'un mal de dos, mais tu sais, ça génère des blessures physiques, des douleurs qui peuvent amener des incapacités. Puis là, tu rentres là-dedans le stress. Ouais. Fait que, tu sais, ça a des impacts qui peuvent être, qui sont négligés Ouais. souvent, mais qui sont pas négligeables. Non, mais c'est un excellent point. Moi, ça me fait réfléchir simplement au fait qu'on, tu sais, on commence de plus en plus à parler des impacts des changements climatiques, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été très bien étudiées ou qui ont été un petit peu négligées dans la littérature médicale. Puis on commence à corriger un petit peu l'affaire, mais je pense que ça fait partie d'un chemin où nous, collectivement, comme professionnels de la santé, on doit documenter, on doit Mhm. réfléchir à ces questions-là. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'études préalables que les impacts n'existent pas. Ouais, on peut voir des tendances cliniques Exact, aussi, là. exact. Puis ça vaut la peine de les communiquer parce qu'après, je pense que ça peut influencer les décisions qu'on peut prendre en termes de gestion, de santé, d'où vont les ressources, Ouais, comment clairement. qu'on dépiste, nos radars, ils s'allument, pourquoi, où, comment, hein. Mhm. Fait que chaleur, inondation, feu de forêt, y a-tu. Je mentionne, Ça, c'est ben, les trois principales, il y en a principaux. deux autres que je trouve intéressants à mentionner, allergies et infections. Mhm. Rapidement, les allergies, parce que ça surprend souvent tout le monde, mais les allergies saisonnières sont liées au changement climatique. Puis si vous en vivez depuis quelques années, vous avez l'impression que c'est pire depuis 2, 3 ans, j'ai le goût de dire c'est pas dans votre tête. Mhm. Mais les changements climatiques, en fait, viennent jouer sur les allergies saisonnières de plusieurs façons. Ce qui a été démontré, c'est que les pollens sont plus agressifs qu'avant, donc sont plus allergènes. Il y en a plus sur des plus grandes surfaces, puis pendant plus longtemps. Ouais, c'est Fait ça. que c'est comme 4 éléments qui font en sorte qu'on est plus exposé. Donc, ceux qui n'ont pas d'allergie pourraient en développer, puis ceux qui en ont pourraient, tu sais, ça pourrait s'aggraver. Tu sais, on meurt pas d'une allergie saisonnière, mais ça peut être Ben, franchement ça plate. change la qualité de vie, là. Ça change, Ouais. ça peut détériorer de façon significative la qualité de vie. Absentéisme au travail, absentéisme à l'école, consommation de médicaments, Moins enjeux sortir, moins faire de sport à cause de ça. enjeux de sommeil, ça joue sur l'humeur, Mhm. puis ça engendre des coûts non négligeables là, sur le système de la santé. On parle que la fraction attribuable au changement climatique en termes de coûts de santé des allergies là, pourrait être de 70 à 86 millions de dollars par année d'ici 2065. C'est quand Ça, même c'est important où, à quelle au échelle? Québec. Au Québec? Au Québec. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, c'est là. Il y a des Mhm. stratégies de gestion de l'herbe à poux. Là, tu sais, l'herbe à poux, c'est le principal, puis on peut le gérer différemment pour réduire un petit peu l'exposition. Mais bon, on sait que les changements climatiques jouent sur les allergies. Puis l'autre élément, ça serait les infections. Puis bon, c'est interrelié un petit peu avec le déclin de la biodiversité, mais on sait que les changements climatiques vont changer un petit peu notre risque d'être exposé à certains types d'infections. Un cas classique, c'est la maladie de Lyme, là, Mhm. parce que la tique qui est porteuse, ben avec les changements climatiques, elle a du plaisir, elle découvre des nouveaux Ouais, elle se territoires déplace. Il y a d'autres territoires qui n'étaient qui pas affectés avant qui ben, sont en fait, là. qui n'est pas habitable, qui le Ouais. devient pour elle et pour ses transporteurs, qui sont Mm. souvent certains types d'animaux qui profitent soit de la fragmentation des habitats, parce que la tique est surtout portée par les petits rongeurs, les petits mammifères, dont la souris. Puis la souris, ben, elle s'adapte facilement partout, contrairement à des plus gros mammifères comme les chevreuils ou autres. Fait que les espèces qui sont capables de faire perdurer le cycle de la tique, ben, ils se déplacent dans des nouveaux Mhm. territoires, ce qui nous rend plus susceptibles parce que, bon, la tique, on n'avait pratiquement pas qui était porteuse de la maladie de Lyme au Québec dans les, tu sais, il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est rendu fréquent en Estrie. Ouais. Puis d'ici 2050, ben, il pourrait en avoir en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie. Donc, tu sais, il va falloir être plus attentif, s'adapter un petit peu, adapter les conseils qu'on donne aux gens qui font du plein air ou qui profitent de l'extérieur. Mais c'est un exemple bien classique d'une maladie influencée par les changements climatiques. Puis à l'échelle internationale, il y en a plein, là. Le choléra, la fièvre dengue, le Zika, Mm. l'Ebola est une maladie influencée par le climat aussi. Fait que, tu sais, notre risque d'être
exposés à des infections augmentent là, avec les changements climatiques. Puis un autre impact que ça a, c'est que des maladies qui sont supposées habituellement être rares peuvent devenir de plus en plus communes. Puis là, tu sais, comme médecin, par exemple, Ouais. que toi, tu essaies de reconnaître le diagnostic de Ouais. quelqu'un, ben peut-être que la maladie de Lyme était très, très, très loin dans tes diagnostics Ouais. différentiels. Puis là, il va falloir s'adapter si naturellement ça devient de plus en plus commun. Fait que ça ajoute même un défi diagnostique, un défi médical de prise en charge. Ouais, mais ça a été le cas il y a certains types de virus, dont le virus du Nil occidental, qu'on voyait de façon très rare, qui est influencé par le climat, qu'on a vu, tu sais, il y a eu certains cas au Québec, notamment, tu sais, souvent les gens se présentent à Ouais. l'urgence, là, mais qu'on y pensait pas parce que c'est pas fréquent. Puis, tu sais, puis je fais le parallèle sur la chaleur. On n'est pas très bon de façon générale à identifier rapidement le coup de chaleur. Les gens arrivent à l'urgence, ils ont de la température, on pense qu'ils font de la fièvre, qu'ils sont confus. Fait que là, on est comme AVC, choc septique, on part des antibiotiques, on fait plein de scans, puis finalement, il fallait juste refroidir le patient. Ouais. Puis ça, on y pense pas tout le temps. Puis j'ai des collègues, moi, je travaille pas à l'urgence, mais j'ai des collègues urgentologues, ils disent, on en a manqué des coups de chaleur, mais on avait un diagnostic différentiel très élaboré, tu sais. Puis c'est juste parce que, c'est pas tant dans notre formation, on a comme pas le réflexe d'y penser. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut changer un petit peu nos pensées. Puis il faut être capable de le nommer aussi. Puis, tu sais, moi, il y a un cas qui m'a marqué, qui s'est passé au Royaume-Uni il y a quelques années, lié à la pollution de l'air. Mais c'est une petite fille, elle s'appelait Ella. Elle avait un asthme très sévère qui compliquait, multiples séjours à l'urgence, multiples hospitalisations, puis finalement elle est décédée à 9 ans d'une crise asthmatique. Puis la mère, elle a fini par faire une relation entre les crises asthmatiques de sa fille puis la qualité de l'air. Fait que quand il y avait elle habitait dans un quartier industrialisé près de Londres, puis elle a fini par réaliser en fait que quand il y avait une augmentation de la pollution, sa fille faisait des crises plus graves. Puis et là, sa mère s'est battue juridiquement pour faire reconnaître la pollution atmosphérique comme cause de décès de sa fille. Elle a gagné sa cause, mais elle est la seule personne à ce jour dans le monde entier qui a pollution de l'air sur son certificat. Comme cause de décès. Oui, puis tu sais, elle a dit, la mère, a dit à un moment donné, elle dit, il n'y a pas un médecin qui me le... Tu sais, il y a comme pas un professionnel de la santé qui a pensé à me le dire que ça pouvait. Elle dit, avoir su peut-être que j'aurais tenté de déménager ou faire quelque chose, mais c'est comme ça m'a pas été nommé. Puis moi, ça m'est resté comme message de, il faut le nommer. Même si on a l'impression que ça va de soi. Par exemple, la chaleur, quand on a une personne qui peut être âgée, c'est important de le dire, je pense. Vous pouvez être plus sensible à la chaleur. Voici comment vous protéger parce que ça peut sauver des vies. Puis les gens, quand ils sont dans la position de le faire, pourraient prendre des choix différents pour se protéger. Mais des fois, ils se sentent pas vulnérables, ils n'ont pas l'impression que ça leur touche ou ils sont juste pas sensibilisés à ces questions-là. Je pense que c'est important pour nous, comme professionnels de la santé, d'être conscients des impacts des changements climatiques, d'être capable de regarder la personne devant nous puis rapidement faire une analyse de risque. Puis lorsqu'on a une belle fenêtre d'opportunité, de le mentionner puis d'avoir cette conversation-là pour que la personne puisse prendre puisse savoir comment mieux se protéger. C'est très aussi contexte dépendant, fait que peut-être qu'on a besoin de plus récolter d'informations maintenant, comme de savoir dans quel milieu de vie les gens vivent, justement, où ils sont localisés. Il y a probablement des zones géographiques où certaines pathologies, certains symptômes vont être plus fréquents. Tu sais, l'histoire du coup de chaleur, si quelqu'un est médecin du sport puis qui il couvre un événement d'ultra-endurance, la personne qui se présente un peu étourdie puis un peu molle, c'est peut-être son premier diagnostic différentiel, mais à l'urgence, probablement pas. Ouais. Fait que il y a tout ça aussi à analyser. Fait que ça fait un bon résumé de l'impact des changements climatiques. Maintenant, si on parle de la pollution, tu en as déjà parlé un peu, tu l'as introduit, mais si on va un petit peu plus loin, tu sais, c'est quoi un résumé de l'impact de la pollution sur la santé? La pollution, c'est nocif pour tous les organes du corps. Il y a des revues systématiques qui ont été publiées dans des grandes revues américaines dans les dernières années. Notamment une là, en 2019 dans une revue qui s'appelle Chest, qui est une revue de chirurgiens thoraciques, entre autres, qui a fait en fait un survol. Puis finalement, la pollution, c'est nocif pour le cœur, les vaisseaux, le cerveau, les reins, la peau, la fertilité. Il n'y a pas un organe qui est épargné. Ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on est exposé à la pollution, il y a plus de mortalité prématurée, il y a plus de risque de démence précoce, il y a plus de maladies rénales, il y a plus de maladies cardiaques, il y a plus d'AVC. En fait, sur l'ensemble des maladies
cardiovasculaires, là, donc j'inclus cœur et AVC là-dedans, il y a à peu près 20%, donc 1 sur 5 qui est attribuable au fardeau de la pollution. C'est énorme Ouais. en termes... Puis c'est ça, c'est un peu insidieux, ça passe, on le voit pas, on dit, c'est des habitudes de vie, c'est le poids, c'est le tabac, mais la pollution joue un rôle. Tu sais, il y a un cardiologue au Québec bien connu quand même, le docteur François Reeves, qui a publié un livre là-dessus il y a plusieurs années qui s'appelait Planète Cœur, mais qui fait un petit peu cette démonstration-là des impacts de la pollution sur les maladies cardiovasculaires. Après, il y a des hypothèses sur le rôle, sur le développement, notamment de la fonction pulmonaire des enfants. Donc, les enfants qui sont exposés très jeunes à de la pollution atmosphérique ont une capacité pulmonaire qui serait un petit peu plus petite. Il y a des hypothèses sur la pollution qui pourrait jouer un rôle, notamment sur le développement de troubles neurodéveloppementaux, dont par exemple des troubles du spectre de l'autisme. Bon, c'est complexe, là, mais c'est des hypothèses qui sont à l'étude actuellement. Puis évidemment, l'exposition à long terme peut être associée à certains types de cancers, notamment un cancer du poumon, mais aussi des cancers dont sein, prostate, foie, là, à peu près. Ce qui rend, encore une fois, la pollution très complexe. Il y a différents types de polluants. Les plus toxiques sont probablement les particules fines, les PM2.5, qui sont des très, très petites particules. Puis, tu sais, on n'a comme pas vraiment le choix de respirer pour être en vie. Fait que, tu sais, on est exposé un peu, même si on le veut pas. Les particules, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils rentrent dans notre arbre respiratoire. Puis là, ils vont comme s'infiltrer avec les échanges gazeux qui nous permettent d'amener l'oxygène dans nos cellules. Fait que ça voyage dans tout le réseau artériel et veineux de notre corps. Fait que c'est pour ça que ça touche tous les organes. Puis en 2021, l'OMS a resserré ses normes de qualité de l'air, a mis des critères sur 24 heures sur la journée pour la majorité des grands polluants. Donc, les particules fines, certains oxydes d'azote, oxydes de soufre. Puis là, il y a d'autres polluants qu'on connaît très peu, là, les composés organiques volatiles. Puis en fait, il y a probablement d'autres types de pollution atmosphérique qu'on ne maîtrise pas encore. Le méthane, le méthane, on le connaît, là, qui a un potentiel de réchauffement climatique à peu près 80 fois pire que le CO2. Là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne saisit pas pleinement. Puis un des défis avec la pollution atmosphérique, c'est que les particules entre elles, des fois, ont un effet synergique, donc s'amplifient. Ils vont pas juste faire 1+1, là, ils vont comme s'amplifier mutuellement. Fait que des fois, c'est difficile de départager qu'est-ce qui est quoi. Puis comme il y a personne qui est vraiment jamais exposé à la pollution, au niveau des études, des fois, c'est plus difficile de montrer l'effet parce qu'on n'a comme pas un groupe contrôle parfait. Oui, mais c'est ça, c'est dur de démontrer les causes à effet dans ces affaires-là parce que tu peux pas prendre une population puis dire, nous, on va vous exposer à de la pollution pendant 10 ans puis voir l'effet, tu sais. Fait que tu compares, tu laisses un peu la vie aller puis là, tu fais des études de cohorte. Fait que tu compares ceux qui ont habité proche des industries, ceux qui ont habité proche des parcs, etc. Mais après ça, là, c'est ça, on fait un peu de la science. Tu compares avec ceux qui sont exposés de façon plus régulière à de la pollution. Fait que, il y a comme une complexité méthodologique à ça, mais tout ce qu'on en sait, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. Puis, tu sais, avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, on avait challengé un petit peu le ministère de l'Environnement quand les nouvelles normes de l'OMS étaient sorties pour dire, est-ce qu'on pourrait s'y coller? Puis on a dit, non, pas nécessaire. On a déjà une bonne qualité de l'air au Québec, mais nos normes sont plus flexibles que ce que l'OMS recommande. Puis à ça s'ajoute un petit peu l'insulte qu'on évite les industries à polluer chez nous. La fonderie Horn en est un excellent exemple. Ça a fait un scandale dans les dernières années. Oui, puis à Québec, il y a aussi toujours Glencore, mais qui avait demandé qu'on augmente la limite autorisée de nickel dans l'atmosphère, dans l'air, pour des activités portuaires. Puis le gouvernement dit oui. Mais le nickel qui était rejeté par l'industrie était un nickel qui pouvait être cancérigène, donc qui est réglementé fortement en Europe. Puis nous, on s'est fié sur d'autres types de normes en disant non, mais c'est correct, mais on comparait des pommes et des oranges, mais on a dit à l'industrie, oui, il n'y a pas de problème, on va augmenter la norme, alors que l'impact pourrait générer des cancers. Tu sais, fait qu'il y a comme... On a l'impression, encore une fois, vu qu'on a des bons indices de qualité de l'air, puis tu sais, c'est qualitatif, là, on dit bon, mauvais, acceptable. Mais même quand c'est bon, ça veut pas dire que ça respecte les normes puis que c'est sans risque pour la santé. Puis je pense qu'il y a comme toute cette
conversation-là un petit peu à avoir sur comment est-ce qu'on parle de qualité de l'air. Parce que c'est pas parce que l'indice est au vert que c'est sans risque. Puis encore une fois, c'est difficile à une échelle individuelle de se protéger pleinement parce que on sort dehors, on fait des activités, on respire. C'est pas tout le monde qui peut filtrer la qualité de l'air dans sa maison de façon parfaite. On va pas s'empêcher d'aller dehors, mais je pense que le gouvernement a un rôle beaucoup plus grand à jouer. Encore une fois, parce que ça a des impacts importants qui se quantifient sur la santé. Santé Canada, je répète, 34 milliards de dollars par année juste au Québec. On cherche d'où on peut trouver de l'argent dans le réseau de la santé. Améliore la qualité de l'air, tu vas gagner de l'argent, tu sais. Puis on se dédouane un petit peu, puis on dit problème. C'est ça qui est complexe dans les problèmes comme ça, c'est que tu as des répercussions où, en fait, ça nécessite une implication du politique. Ouais. Puis là, tu sais, t'es dans un monde un peu de capitalisme puis de développement économique qui... Partisan aussi. Exact, qui fait en sorte qu'il y a des grosses industries qui peuvent amener de l'argent, mais pour ça, il faut comme un peu se fermer les yeux au fait que c'est des pollueurs. Fait que là, c'est comme vraiment complexe, puis ça implique de faire vraiment des gros choix un peu collectifs de société, là. Mais tu sais, au Québec, la cause numéro 1 de la pollution atmosphérique, c'est le transport. Mm-hmm. Fait que tu sais, tu veux réduire la pollution, réduis la vitesse. Il y a plein de façons là, de réduire les émissions qui viennent des véhicules, puis c'est pas en électrifiant 100% le il y a autre chose. Il y a autre chose parce qu'une voiture, même électrique, va polluer. Elle émettra presque pas de gaz à effet de serre, mais la majorité de la pollution d'une voiture vient des particules qui vont être émises du frottement entre la roue, l'asphalte, le freinage, tout ça. Puis les véhicules électriques sur le marché actuellement ont tendance à être plus lourd, donc plus la voiture est grosse et lourde, plus qu'il y a de particules, plus que la force de frottement est élevée. Mais même si on électrifie, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au transport, mais on ne réduira pas nécessairement la portion polluant. Fait que, tu sais, pour réduire la pollution qui vient du transport, c'est réduire la vitesse, réduire les freinages brusques, augmenter la part des transports actifs. On parle de vélo, marche, transport collectif. Tu sais, d'ailleurs, la Ville de Laval a une mesure que moi, je trouve fascinante, que j'aimerais voir répliquée partout, mais quand il y a des alertes de smog, ils baissent de façon drastique le coût du billet de transport en commun. Ouais, à 1 $. Pour inciter les gens à ne pas utiliser leur voiture solo pour réduire un petit peu la pollution d'autres sources. Mais c'est une mesure qui est à Laval depuis quelques années, puis je la trouve intéressante parce que on encourage les gens finalement ça prend un incitatif aussi. À se déplacer de manière non polluante. Ouais. Mais tu vois, là, avec l'exemple que tu viens de donner, je pense que c'est la fois où je comprends le mieux la grande nuance entre changement climatique et pollution, ou mettons gaz à effet de serre et pollution. Fait que l'idée que la voiture électrique est 100% verte, ben elle est verte d'un point de vue émission de gaz à effet de serre qui ne va pas contribuer au réchauffement planétaire, mais il y a d'autres éléments nuisibles pour la santé planétaire comme la pollution. Exact. Je pense que c'est souvent interchangé comme terme. Pollution, changement climatique, gaz à effet de serre. Fait que c'est bien qu'on nuance. Il y aurait aussi l'impact de la biodiversité qui serait à aborder. Oui, j'ai donné quelques exemples, mais tu sais, il y a des histoires fascinantes. Puis une de mes histoires préférées, puis je suis tombée un petit peu là-dessus dans la recherche pour mon livre. En fait, il y a peut-être 2 histoires qui illustrent bien les impacts de la biodiversité sur la santé humaine. La première se déroule en Inde il y a une 30aine d'années. Et qui reste à ce jour, je pense, un exemple très, très important de notre... de l'importance de ne pas surestimer nos connaissances face à la biodiversité. On s'est mis à administrer un anti-inflammatoire aux vaches pour des mesures de production, en fait, de protection. Là. Fait qu'on s'est mis à administrer un anti-inflammatoire, le diclofénac. Et là, soudainement, les carcasses de bovins se sont mis à s'accumuler. Et la population de vautours s'est mise à décliner massivement. On estime l'extinction des vautours à 96 %. Puis là, on ne comprenait pas pourquoi. Puis là, avec les carcasses de bovins qui s'accumulent, parce qu'en Inde, c'est un peu sacré, on y touche pas, on les mange pas, ben ça a profité à qui? Ça a profité aux rats et aux chiens errants. Et les cas de rage se sont accumulés. Et dans certains quartiers, en fait, ça a engendré une augmentation de mortalité humaine liée à des cas de rage, de morsures, etc. Puis là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis il se retrouve, en fait, que le diclofénac est mortel pour les vautours. Donc, les vautours sont morts à faire leur job qui était de vider, en fait, les carcasses. Et ça l'a favorisé qui? Les chiens errants, les rats, dont la population s'est multipliée avec des impacts sur la santé des gens qui perdurent encore
à ce jour. Mais personne n'avait anticipé cet effet en cascade. L'interaction humain-animaux, environnement. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un pensez-y bien avant de faire quelque chose qui est encore valide à ce jour. Tu sais, un parallèle peut-être plus récent, c'est l'Ebola. L'Ebola est lié à des... Tu sais, il y a une augmentation des cas chez les humains associée à la déforestation près des communautés parce que, bon, c'est transmis de mémoire par la chauve-souris notamment, mais on vient comme favoriser la proximité entre les animaux porteurs puis les humains quand on détruit l'environnement, mais il y en a plein des cas comme ça à travers le monde. L'autre exemple fait plus référence peut-être aux bienfaits protecteurs que peut avoir la biodiversité. Il y a une zone qui s'appelle la Carélie, qui est comme une zone limitrophe entre la Finlande puis la Russie dans le nord, qui a un bassin génétiquement là, assez homogène. C'est une population qui était là depuis longtemps. Puis à la fin de l'URSS, ben ça a été séparé en deux. Il y en a une qui est devenue la portion industrialisée finlandaise, puis l'autre est restée un petit peu mode rural. Je simplifie beaucoup là, mais russe. Et fait que c'est une population qui a le même bassin génétique. Et on a observé une augmentation de problèmes d'allergies environnementales dans la population finlandaise qui vivait dans un milieu un peu plus aseptisé. Puis une des hypothèses, c'est l'hypothèse de la biodiversité, comme quoi, quand on est exposé à la biodiversité, bien, ça vient stimuler notre système immunitaire à nous protéger nous-mêmes. Puis lorsqu'on vit dans des environnements trop propres, on perd un peu cet effet protecteur-là. Puis ils ont même, tu sais, les chercheurs ont comme les chercheurs ont cherché à pousser plus loin un petit peu pour mieux comprendre, puis ils ont réexposé des enfants finlandais à des terrains de jeu où il y avait enrichi volontairement de biodiversité la terre dans laquelle ils jouaient, puis en dedans d'1 mois, il y avait des réponses au niveau du système immunitaire des enfants, dont l'effet clinique était variable, mais le système des enfants réagissait. Puis je trouve ça fascinant parce que t'sais, on vit on a essayé de rendre nos environnements, on a vécu un petit peu, on vit dans une vie que c'est beau quand c'est propre puis qu'on est loin des bébites, mais c'est peut-être pas pour rien qu'il y a une augmentation assez importante de plein de problèmes immunitaires, immunologiques qu'on comprend pas trop pourquoi dans certaines régions du monde, il y en a plus que d'autres, puis peut-être qu'on va comprendre un jour mieux les impacts entre la biodiversité à laquelle on est exposé, puis en fait tout notre système immunologique, puis il y a encore énormément d'hypothèses, puis on effleure on commence à effleurer un petit peu ces liens-là, mais au même titre qu'on a de la recherche émergente dans les dernières années sur le lien entre la santé de notre intestin, puis notre santé mentale, puis notre risque de développer certains types de maladies. Je pense que d'ici quelques années, s'il y a plus de recherches qui est dédiée à ça, on va peut-être mieux comprendre le rôle protecteur que peut jouer une biodiversité saine sur notre santé, surtout si on a la chance d'y être exposé. Donc, il y aurait les bénéfices, que ce soit d'être exposé aux animaux, à la nature, à la flore, à des allergènes, à des pathogènes, parce que justement, c'est un peu, on va développer tous les anticorps, on va etc. stimuler positivement notre corps à réagir. J'aimerais ça qu'on parle de solutions. Oui, il y en a plein. Il y a plein de solutions. Bon, les problèmes sont nombreux. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble y avoir des solutions communes à la majorité de ces problèmes-là, dans le sens que quand tu mets en place une solution, ça a un impact sur presque l'ensemble de ce qu'on a discuté parce qu'il y a cette interaction changement climatique, humain, animaux, biodiversité, etc. Fait que faisons un survol des solutions. On ne va pas parler de toutes les solutions possibles, mais mettons celles que tu penses qui sont probablement les plus dans notre mire, là, celles qu'on devrait mettre en place. Ben, moi, il y a d'abord, tu sais, il faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Puis après, il y a plein de façons qu'on peut faire ça. Ça va de soi. Si on réduit, on diminue notre exposition à la pollution, on diminue le fardeau climatique des gaz à effet de serre. On n'a comme pas le choix d'aller là-dedans. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tirer des apprentissages de deux éléments qui ont façonné un petit peu le monde de la santé, soit la lutte contre le tabac, puis notre relation avec l'industrie pharmaceutique. Puis je fais les liens parce que on est quand même face à un lobby très, très, très fort des énergies fossiles qui entretient de différentes façons notre idée de dépendance qu'on a absolument besoin, puis que si on s'en débarrasse trop vite, on va tout mourir. Puis ces gens-là viennent influencer, tu sais, le lobby influence de façon marquée les décisions politiques. À Ottawa, à chaque année, au gouvernement fédéral, il y a 4 fois plus de rencontres entre les gens du gouvernement et l'industrie fossile que les gens du gouvernement et le monde environnemental. On est dans du ratio de 4 pour 1.
je veux dire, on joue pas à force égale. Ouais. Quand le tabac est arrivé, les industries du tabac ont pendant très, très, très longtemps semé le doute sur le risque lié à la santé. Ils ont minimisé, ils ont dit non, 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 peut-être, mais c'est pas si important que ça. Développer plein, plein, plein de tactiques. Mais l'industrie des énergies fossiles reprend pratiquement les mêmes tactiques qui ont fonctionné pour le tabac avant qu'on ait quelqu'un fasse non, ça suffit. Mais on a réussi pour le tabac. Ce qui a fonctionné pour le tabac, ça n'a pas été de dire aux gens, t'es une mauvaise personne, tu fumes. Ça a été des mesures un peu plus collectives où on a poursuivi l'industrie tabagique, on a augmenté les taxes, on a augmenté le prix, on a joué sur l'enveloppe, le packaging. Ouais, Mais plus d'avertissement. c'est ce qui a fonctionné et ça n'a pas tant été de dire aux gens c'est pas bon pour vous, arrête de fumer parce qu'on, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme ces parallèles-là, on a réussi une fois, je pense qu'on peut réussir une deuxième fois. Puis c'est un peu la même chose avec l'industrie pharmaceutique. On a l'impression qu'on est, tu sais, en médecine, du moins, il y a eu quand même un mouvement dans les dernières années d'essayer de se défaire un petit peu du rôle parce qu'on sait que ça influence nos habitudes de pratique. Même si on a l'impression que ça joue pas, ça crée des biais, on a toute l'impression d'être un petit peu « Non, moi, ça me touche pas, je prescris de façon indépendante. » Mais on le sait que lorsqu'on est exposé, ça change nos habitudes de prescription. Fait qu'on peut pas s'attendre à un gouvernement qui va prendre des politiques qui sont exemptes d'influence si on continue d'avoir une influence aussi importante des lobbies. Puis, tu sais, on a déjà réussi à faire des choses sans lobby. Là. Le nouveau guide alimentaire canadien, qui est d'ailleurs excellent, là, qui a été développé par Jane Philpott, qui était ministre de la Santé au gouvernement fédéral. Jane Philpott a travaillé longtemps comme médecin de famille avant d'être en politique, mais maintenant elle est retournée dans le monde médical. Mais elle a dit, moi, je vais faire une démarche scientifique ouverte. Il n'y aura pas de rencontre de porte fermée. Tout va être ouvert, puis je vais rencontrer tout le monde. Et le guide alimentaire qui en résulté n'a pas l'influence qu'avait avant l'industrie laitière ou l'industrie de la bovin, la viande. La viande. Et il fait l'envie de tout le monde à travers la planète. Elle a réussi parce qu'elle était convaincue avec son expérience que si elle rencontrait des gens, il allait avoir une influence qui allait changer un petit peu les recommandations qui se devaient baser sur la science. Puis il y a beaucoup de liens avec l'environnement puis la consommation éco-responsable dans le guide alimentaire canadien. Fait que, on a un autre lien entre la santé puis l'environnement qui se retrouve dans ce document-là. Oui, puis il y a beaucoup de place aux protéines végétales, mais on est aussi dans l'alimentation pour le plaisir, on partage. C'est pas juste il faut tes 2 verres de lait par jour pour être en santé. Là, c'est l'alimentation, c'est un plaisir, c'est des repas partagés, on cuisine des aliments sains, le moins transformés. Puis bon, il y a plein de ramifications qui peuvent être faites avec des pratiques agroalimentaires qui sont équilibrées avec les impératifs écologiques. Diminuer l'agriculture de grande surface, ne pas favoriser les monocultures, l'usage de pesticides pour l'intensivité agricole, réduire l'utilisation de tous les phosphores, azote de ce monde qui viennent jouer sur la qualité de la terre puis qui viennent qui ont des répercussions sur l'eau. Bref, je divague un petit peu de la question initiale, mais c'est juste... ça rentre dans les solutions. Oui, c'est exactement. Modifier notre alimentation, c'est une des industries qui fait des gaz à effet de serre, l'industrie de la viande, entre autres. Puis la viande rouge, tant qu'à divaguer, on va divaguer pour vrai, mais la viande rouge est reconnue comme un cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Puis on peut, le bœuf est souvent pointé du doigt, mais le bœuf est excessivement polluant parce qu'il nécessite des grandes surfaces utilisées pour le nourrir. On perd à peu près 90% de l'énergie. Il y a comme une perte énergétique entre les différentes étapes de la chaîne alimentaire pour finalement nous nourrir, nous. Mais le bœuf est polluant, tu sais. On réduit notre consommation de viande rouge, on réduit l'empreinte carbone de notre assiette. D'où la recommandation, entre autres, santé maintenant, de réduire la consommation de viande rouge, entre autres. Les cardiologues sont tous friands de l'approche de l'assiette méditerranéenne qui fait beaucoup de place aux grains entiers, aux protéines, notamment aux viandes blanches. Il y a plus de place aux poissons, protéines végétales aussi. Exactement. Puis moins de produits transformés. Ouais. Fait que là, dans les solutions, on a parlé de... je parlais de réduire notre dépendance. Oui, réduire la dépendance aux énergies fossiles. Alimentation, tant qu'à parler de ça.
Puis après, tu sais, j'irais l'autre volet, puis ça, tout le monde s'entend autant pour la protection de la biodiversité que les changements climatiques, c'est qu'il faut protéger et restaurer nos espaces naturels. Mhm. Et là, il y a comme deux volets qui touchent directement à la santé. L'influence positive du verdissement ou de la place de la nature à l'échelle populationnelle sur la santé des gens, puis les bienfaits très directs d'aller s'exposer individuellement dans un espace naturel. Donc, tout le volet d'exposition à la nature. Il y a une étude qui a été publiée dans le Lancet il y a quelques années sur les villes canadiennes, puis qui démontrait que les villes qui avaient un taux de verdissement adéquat, là, on s'approche du 20-25 %, idéalement plus 30 là, dans une population donnée, de verdissement urbain, bien, on réduisait la mortalité, toutes causes confondues, de 8 à 12 %. C'est énorme! Il n'y a pas grand... Juste pour mettre du vert, là. Oui. Des arbres, de la pelouse, Ex- des fleurs. Oui, idéalement, tu sais, pour avoir une canopée parcs, suffisante, là, mais fait que pas juste la pelouse, mais des arbres, des espaces fleuris, des parcs. 8 à 12 % c'est énorme, tu sais, puis c'est une politique qui est assez facile. Un arbre, on estime que il donne, tu sais, en termes de retour sur l'investissement, là, disons qu'on investit 1 $ en verdissement urbain, on en retire en moyenne entre 3 et 15 $, dépendamment des situés où, etc., là, mais en termes de retombées socio-sanitaires. Mhm. C'est un investissement, le verdissement urbain. Puis malgré tout, malgré tous les efforts, en fait, pas tous les efforts, toutes les annonces qui sont faites de on reverdit, etc., dans les dernières années, il y a une diminution de la canopée dans les grandes villes parce qu'on détruit plus que ce qu'on replante. Puis ce qu'on replante, ça reste souvent des petits arbres dont le taux de décès dans les 2 premières années de vie approche à peu près 50 %. Puis les petits arbres ont besoin d'être entretenus, puis ça prend quand même plusieurs années avant qu'il y ait un effet aussi important sur l'environnement immédiat qu'un arbre mature. Puis tu sais, nous, on a... ça me fascine, mais ça démontre à quel point, des fois, politiquement, on est encore loin, là, puis on a besoin de gens qui stimulent le gouvernement. Mais dans toute la foulée de la construction des maisons des aînés, le gouvernement avait ciblé plusieurs endroits qui étaient en fait des forêts matures dans les milieux de ville, puis on dit des milieux de vie, puis on dit « Oh, on va faire pousser une maison des aînés là, puis on va planter 2 petits arbres pour compenser. » Fait qu'on a transformé des îlots de fraîcheur en des îlots de chaleur, alors que les arbres ont des bienfaits importants sur la santé des personnes âgées. Ça a été le cas notamment à Rivière-du-Loup, à Gatineau. Il y a plein d'exemples où les maisons des aînés ont poussé là où il y avait des forêts matures. Puis nous, on a rencontré le ministère avec l'Association québécoise des médecins pour l'environnement pour un peu, on dit, mais faites attention, vous pourriez peut-être faire les choses autrement. Les arbres ont des bienfaits sur la santé des gens. Mhm. Puis ils étaient comme un peu surpris d'apprendre ça, qu'un bébé arbre n'avait pas le même pouvoir qu'une forêt mature où il y avait une biodiversité en plus surajoutée. Puis ça, c'était il y a quelques années, tu sais. Fait que souvent, les efforts de verdissement ne compensent pas nos pertes, fait qu'on se retrouve quand même dans les grandes villes canadiennes à avoir une diminution de la canopée, sur de la couverture végétale. Puis c'est dommage parce que ça protège contre la chaleur, ça rend la terre plus résiliente à absorber la pluie, particulièrement quand il y a des pluies diluviennes. Les arbres peuvent capter les polluants, peuvent atténuer le bruit. T'sais, ils ont comme, honnêtement, c'est des alliés incroyables, puis on continue de les sous-estimer beaucoup. Puis il y a beaucoup de liens que je vois entre ça, puis des solutions communes qui peuvent aussi affecter d'autres crises problématiques qu'on a, comme la crise du logement, où on se dit en ce moment que le but, c'est de construire du logement. Mais tant qu'à construire du logement, on peut le faire avec des normes environnementales, des normes d'urbanisme. On peut penser à innover sur comment on peut construire des bâtiments qui peuvent, récolter de l'eau de pluie parce que les inondations, c'est un problème, qui peuvent générer de l'énergie solaire, qui peuvent faire pousser des jardins sur les toits, comme les fermes Loufa, c'en est un bon exemple. Si ma mémoire est bonne, peut-être que toi, tu le saurais, en Allemagne, il me semble qu'ils ont passé une loi que tout nouveau bâtiment construit doit générer de l'énergie. Il me semble que c'est en Allemagne qu'ils ont passé ça. Ça me dit quelque chose, mais... Que ce soit vrai ou non, c'est le genre d'idée qui peut être mis en place. Puis l'autre élément à laquelle je pense, tous les nouveaux, les contracteurs qui vont bâtir une espèce de nouveau quartier avec toutes des maisons pareilles, là, c'est souvent des endroits où il y a pratiquement rien en termes de verdissement. Pas plus tard qu'en fin de semaine, je suis allé sur un nouveau quartier sur la Rive-Nord, puis c'est une ligne de maisons identique là, sur des kilomètres carrés. Puis je suis juste pour le fun de regarder si peut-être au moins ils ont planté des arbres, puis c'est juste qu'ils sont pas matures, mais il y avait rien. Rien. Non, c'est pas un habitat, c'est pas un milieu de vie qui est intéressant. Non,
mais c'est dommageable sur différents niveaux. Un, entre autres, parce que souvent, l'étalement urbain, comme on voit, nous rend encore plus dépendants à la voiture. Ouais. On est très loin de zones où on peut, tu sais, faire les activités qu'on a besoin dans la vie quotidienne, là, aller au travail, aller à l'épicerie, faire nos commissions. Souvent, il n'y a pas tant de développement simultané de transport actif ou Ouais. collectif. C'est souvent en retard largement sur Oui. l'étalement urbain. Puis souvent, c'est dans des zones, tu sais, on détruit beaucoup de milieux humides qui ont pourtant immensément de bienfaits au niveau climatique et écologique. Puis on construit là-dessus, ce qui rend des fois les zones plus propices à subir les effets d'inondation quand il pleut très fort. Puis ça entretient notre dépendance à l'automobile. Puis c'est tout le contraire de ce qu'on doit faire pour dans une optique de santé planétaire. Fait qu'il devrait avoir, tu sais, des lois, des normes qui sont passées qui conscrivent un peu, qui vont conscrire un peu quand tu veux bâtir quelque chose, qu'est-ce qu'il faut, puis le type soit respecté. Là, le type de matériel aussi. Ouais. En Ontario, il y a en ce moment des acteurs en santé publique, je vais le dire comme ça, qui demandent en fait des lois sur notamment dans la construction, mais que les propriétaires puissent avoir un maximum autorisé de température à l'intérieur des bâtiments pour protéger les gens de la chaleur. On a une loi qui demande que les propriétaires entretiennent un minimum de seuil de température, surtout l'hiver. Ça peut pas descendre en bas d'un certain nombre de degrés dans la maison. Quand tu es locataire, des fois, tu n'as pas nécessairement le contrôle sur le chauffage. Il y a déjà une loi pour empêcher que les appartements tombent sous des seuils pas habitables. Mais là, ce que les acteurs demandent en santé publique, c'est qu'il y ait une norme aussi que les propriétaires sont responsables d'assurer une température maximale qui ne dépasse pas à peu près 26 degrés, là, qui est jugée comme moindre risque pour la santé que supérieur à ça. Et c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir. Là. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux? C'est quoi les températures qu'on permet à l'intérieur des habitations? Ça touche plus les vieux logements mal ventilés qui retiennent énormément la chaleur, mais il y a comme toute cette réflexion-là qui apparaît nécessaire aussi. Au-delà de ça, il y a aussi toute la notion de transport alternatif, mobilité durable, de développer différents modes de transport dépendamment du temps, l'autopartage. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire de mieux à ce niveau-là? Mais tu sais, à peu près, je pense, de mémoire, là, 50% des gens qui habitent à moins de 1 km de leur lieu de travail qui s'y rendent en voiture. Ça, c'est assez choquant. Oui. Honnêtement. Mais tu sais, c'est-tu parce qu'il n'y a pas de transport sécuritaire entre le point A et le point B? Ou c'est, tu sais, il y a comme, tu sais, la question du pourquoi, là. Mais tu sais, on le sait que bouger, c'est bon pour le corps, là, pour tout, là. Tu sais, dès qu'on bouge, il y a comme il y a une différence, puis comme physio, où tu sais très bien, mais entre l'activité physique puis la sédentarité, là. Mais on a tendance à être, de façon globale, trop sédentaire puis pas assez actif. Tu sais, il y en a qui font leur activité, tu sais, qui atteignent leur seuil d'activité physique tout en étant sédentaire parce qu'on bouge pas assez. On passe notre journée assis avec des dépenses énergétiques très faibles. On se déplace en voiture, on marche très peu, alors qu'on sait que dès qu'on introduit la marche, puis ça peut être des seuils différents, là, mais donc on atteint déjà 4000 pas par jour. On bouge tellement pas que 4000, c'est suffisant pour qu'on voit un effet positif sur la mortalité puis la santé globale. Les bénéfices de passer de 1000 pas à 4000 sont beaucoup plus larges que de passer de 5000 à 15000 en termes de pas par jour. Exact. Mais je pense que c'est une réflexion plus globale que nos milieux de vie, ben, ils font une place prédominante à la voiture plus qu'à l'humain, ce qui entretient un petit peu un mécanisme de c'est plus rapide dans la voiture, tout ça. On a l'impression de. Puis, tu sais, ce qu'on a besoin, c'est des endroits sécuritaires où on peut se déplacer sans avoir peur de se faire frapper. Ouais, ça, c'est un autre enjeu. T'sais. Pour faire du vélo régulièrement en termes de transport, là, c'est au moins 10 fois par année que je passe proche de quelque chose. Là, Ben, réduire la vitesse, avoir des pistes cyclables protégées, des zones de cohabitation. Puis on sait qu'il y a plus de gens qui se font du vélo, il y a moins de trafic. Avoir un transport adapté, un transport collectif qui répond aux besoins. Je pense que faut le voir comme un investissement. Le transport collectif, c'est pas une dépense. De toute façon, les gens qui utilisent le transport collectif ont tendance à plus bouger, donc être en meilleure santé. Fait que il y a comme tous ces 1 + 1 = 2, là, mais quand on investit dans le transport collectif, on réduit la congestion routière puis on améliore la santé des gens. C'est un peu un problème que la voiture ait
tu sais, historiquement a été développée comme étant une appartenance individuelle, tu Ouais. sais, sachant le pourcentage du temps où elle ne sert pas à l'individu. Ben, c'est des moi, puis tu sais, il y a des normes, il y a des référents culturels là-dedans. On voit la voiture comme un symbole de liberté, Ouais, d'émancipation, puis richesse. je pense qu'on peut changer nos référents culturels. Tu sais, avant, la cigarette était glorifiée, maintenant, on la regarde un petit peu plus différemment. Ouais. Tu sais, je pense que ces normes-là changent, c'est à nous de les faire changer, mais on peut changer notre perception puis voir la voiture comme quelque chose de simplement utilitaire, mais qui est pas je vais le dire en anglais, là, mais un milestone essentiel dans la vie d'une personne qui devient adulte, là. Et c'est surtout la nécessité d'être propriétaire de la Ouais, voiture, c'est pas ça qui est utile. Tout le monde, à peu près, en a besoin de temps en temps ouais. ou régulièrement, mais tu sais, sur 24 heures d'une journée, pour Elle passe la 5 places dans majorité une du temps voiture, stationnée. elle pourrait servir à déplacer. Tu sais, une voiture pourrait déplacer des centaines de personnes Ouais, dans une oui, journée. ben, c'est ce que les autobus font. Exactement, ouais, voilà. Parfait. Puis, tu sais, tu as parlé du temps en nature. Ouais, Il y a beaucoup d'évidences qui sont ouais. démontrées que de passer du temps en nature, il y a des bénéfices. Tu sais, d'être en nature peut avoir un apaisement au niveau de la santé mentale, les hormones de Ouais, stress. Puis, il y a un programme que tu as ouais. collaboré à développer qui s'appelle Prescrit Nature ici au Québec. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ouais, c'est un dada pour moi, l'exposition à la nature. Ça a été le thème de de ma maîtrise. Hem, il y a des études qui sont fascinantes qui sont sorties, puis tu sais, on sait que l'exposition à la nature, quand on prend le temps consciemment d'aller dans un espace naturel, ben l'exposition immédiate, qu'on soit en mouvement ou non, hein, on n'a pas besoin de marcher ou de courir en nature pour profiter des bienfaits. Là, on peut être assis par Mhm. terre ou sur un banc de parc. Puis après 15 à 20 minutes, notre taux salivaire dans la salive de cortisol, l'hormone du stress, diminue, notre pression artérielle diminue, puis notre fréquence cardiaque aussi. Et ce que je trouve fascinant avec ces données-là, c'est que ça a été en fait, les études ont été menées au Japon. Première étude, à peu près 250 patients dans 20 quelques forêts à travers 24 endroits au Japon. Ils ont demandé à des jeunes hommes une journée de faire ce qu'ils voulaient dans un espace naturel, puis le lendemain, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans un espace urbain. Puis tu sais, personne A était comparée avec personne A le lendemain. Ouais. Puis ils sont arrivés avec ces données-là. Puis ils n'ont pas donné d'indication sur quoi faire. Fait qu'il y en a qui se sont couchés par terre, il y en a qui ont marché. C'est comme, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Puis là, les résultats étaient tellement forts qu'ils ont dit, bon, on va répliquer l'étude. Fait qu'ils ont répliqué l'étude sur plus de 400 personnes quelques années plus tard dans 34 lieux avec des résultats pratiquement identiques. Puis ça, c'est très rare dans le domaine de la recherche que quand tu Ouais. refais une étude, tu obtiens les mêmes résultats. C'est ce qu'on souhaite, en C'est ce fait, qu'on pour souhaite. confirmer un lien de Exactement. cause à effet, tu sais. Mais ces résultats-là ont été confirmés sur une plus grande population, ce qui donne un degré d'évidence scientifique assez fort. Ouais. Il y a des données émergentes qui démontrent aussi que quand on est en nature, puis que particulièrement que le milieu est riche en biodiversité, on stimule notre fonction immunitaire, on aide notre corps à mieux régler ses taux de sucre, donc sa glycémie, ça pourrait aider dans les stratégies de gestion de douleurs chroniques. Donc, des Mhm. études qui ont été faites sur les patients Tout à fait. fibromyalgiques. Il y avait un traitement standard qui était comparé au traitement standard plus l'exposition à la nature. Puis le groupe qui avait eu de l'exposition à la nature rapportait au fil de l'étude une diminution de leur douleur rapportée. Après, il y a des études sur la santé psychologique, puis là, on a le champ vaste, là. Mais une celle que je nomme souvent, puis qui est un petit peu derrière, là, je vais revenir sur la recommandation de Prescrit Nature, mais c'est une étude qui a été faite chez 20 000 personnes au Royaume-Uni, puis qui a demandé aux gens d'auto-calculer leur temps passé à la nature, plus, tu sais, peu importe comment ce temps-là était accumulé. Fait que soit c'était des 15 minutes par jour ou comme il y allait 2-3 heures la fin de semaine. Fait qu'ils ont demandé aux gens d'auto-rapporter leur temps nature. Fait qu'il y avait une liberté de qu'est-ce qu'était la nature pour eux. Puis ils leur ont fait remplir des sondages, en fait des échelles qualifiées là, de bien-être, de santé mentale, etc. Et ce que l'étude démontre, c'est que les gens, quand on atteint une espèce de plateau de 2 à 3 heures par semaine, les gens cotent mieux au niveau des perceptions de leur santé, perception de bien-être, puis tout ce qui est symptômes anxieux, dépressifs, comparé à des gens qui avaient 0 temps nature. Donc, plus que tu passes du temps nature, plus que c'est bien, mais il y a comme un effet plateau à 2 à 3 heures. Les gens à 4-5 heures par semaine ne sont pas en moins bonne santé, c'est juste le gain il est moins significatif qu'entre 0 et 2 heures. Fait que Prescrit Nature, c'est un programme québécois qui vise à sensibiliser autant les professionnels de la santé que le grand public à ces bienfaits-là de l'exposition à la nature. C'est un site web accessible où toutes les ressources sont gratuites. On a essayé de rajouter en fait toutes les organisations communautaires, les initiatives qui existent au Québec pour rapprocher les gens de la nature. Puis la recommandation principale, c'est passe 2 à 3 heures en nature par semaine à coût de minimalement
15 à 20 minutes à la fois. Puis ça serait suffisant pour pour aider plein de problèmes de santé. Moi, c'est rendu que j'en discute régulièrement quand je fais une première approche. Une personne qui vient avec des symptômes anxieux, que ce soit un trouble dépressif en installation ou un trouble d'adaptation, au même titre qu'on a un laïus habituel sur le rôle de la psychothérapie. On évalue la pharmacothérapie, on évalue le sommeil, les habitudes de vie, est-ce que la personne bouge, est-ce que la personne consomme, etc. Ben moi, je rajoute l'exposition à la nature là-dedans. Je l'inscris dans ma note médicale parce qu'après, je repense à leur questionner. J'en fais une prescription dans le sens où je le dis que c'est une recommandation forte. Des fois, je vais même l'imprimer, je vais le redonner, on va bâtir un petit plan ensemble, mais les gens, des fois, sont surpris. Mais j'ai un collègue qui me disait de façon un peu simple, à un moment donné, il disait, quand je demande aux gens où ce qu'ils sont bien, ben les gens, ils se mettent pas au milieu d'une autoroute. Là. Les gens, ils vont se mettre en campagne, sur le bord d'un lac ou s'ils ont la sainte paix, mais c'est là qu'on est bien. Tout à fait. Puis il y a plein d'hypothèses qui sont comme... il y a deux grands champs de pensée en psychologie là, pour expliquer pourquoi, mais les deux hypothèses principales, c'est que, on est comme sur notre échelle d'évolution, pas habitué d'être dans un environnement qui a autant de stimuli, qui est autant bâti. On a toujours, qu'il y a comme un danger. Puis on est comme bien lorsqu'on retrouve ce dans quoi on a évolué sur des millénaires, c'est-à-dire la nature. L'autre élément, c'est que nos nouveaux milieux urbanisés nous stimulent énormément. La lumière, les bruits, les klaxons, la route, les risques d'accidents, etc., qu'on épuise notre attention, nos capacités d'attention. Puis lorsqu'on est en nature, on réussit à régénérer notre attention non dirigée, donc un petit peu celle qui roule dans le fond de notre tête constamment. Et ça, ben, ça aurait des impacts positifs sur notre fatigue cognitive, nos capacités d'attention, de concentration, d'apprentissage, etc. Puis, c'est pas un hasard pourquoi il y a plein de monde qui ont des chalets parce qu'ils veulent sortir de la ville. Pourquoi les gens vont en vacances à la plage, dans les montagnes, faire de la rando, en camping. On ressent ce besoin-là de sortir, Absolument. puis d'y aller de façon consciente, fait que c'est assez facile d'intégrer au quotidien. Puis même en ville, on n'a pas besoin de s'exiler dans un parc national à des milliers de kilomètres pour profiter de la nature. On peut profiter de la nature en ville, que ce soit dans un espace où il y a un jardin qu'on partage, qu'on entretient, dans un parc. Mais il faut que ces endroits-là soient accessibles, accueillants, sécuritaires. Là. Fait que ça, c'est un travail municipal collectif. Mais la nature est accessible en ville. Puis un bonus intéressant, il y a beaucoup de données qui supportent la pratique de la pleine conscience ou des pratiques générales de pleine conscience comme étant bénéfiques pour la santé physique, mentale. Dans la nature, c'est un endroit qui prédispose les gens à être un peu plus dans un état de pleine conscience. C'est dur de répondre à son sel, faire la vaisselle, puis partir une brassée de lavage comme quand tu es au parc, puis en même temps gérer d'autres choses. Là. Fait que c'est comme si d'être dans cet environnement-là te prédispose ou favorise à peut-être être plus actif, plus dans un moment présent, puis à être exposé à ça. Oui, puis tu sais, même dans le réseau de la santé, il y a de la place pour l'exposition à la nature. Une de mes études préférées de tous les temps, c'est un chirurgien en 1984 qui l'a publié, puis qui s'est demandé pourquoi il y a des gens qui sortaient un petit peu plus vite de l'hôpital que d'autres après une chirurgie qui avait un temps de récupération moyen d'une semaine. Puis là, il a comparé deux groupes, c'est-à-dire des gens qui étaient dans une chambre bien classique, qui voyaient un mur gris, beige, brun, là, choisi la couleur un petit peu plate, et les gens qui avaient accès à une fenêtre où ils voyaient de la verdure de l'extérieur. Et les gens qui avaient accès à une fenêtre avec la verdure, mais sortaient en moyenne une journée plus rapidement que les autres, consommaient moins de médicaments de style opioïde pour la gestion de la douleur. Puis en fait, le facteur différentiel, c'est ce qu'ils voyaient de leur lit d'hôpital. Puis c'est des études qui ont été, il y a des études qui ont été refaites sur les milieux de travail, qui ont été faites en milieu scolaire, quand on voit la nature, quand on a un accès des fois un petit peu passif, là, on n'est pas immersé, mais on a un accès. Ça améliore nos capacités de rétention, d'information. Les jeunes qui voient des arbres de leur fenêtre d'école performent mieux. En milieu de travail, le taux de rétention est plus intéressant, les gens ont plus de plaisir, sont mieux. Donc, il y a la nature, il y a de la place pour la nature partout, puis il n'y a pas vraiment... c'est ça, moi aussi, qui m'a fascinée dans mon travail de maîtrise, c'est que j'ai vu aucune étude qui parlait des effets négatif. C'est ça, ouais. Il y en a comme pas. Le seul, honnêtement, que je verrais, c'est que si tu as plein d'allergies saisonnières, va pas dans un champ au mois d'août. Mais
À part ça, puis tu sais, c'est bon pour la santé physique, la gestion de la douleur, la concentration, l'humeur. Tu sais, la liste est vraie. Il n'y a pas une pilule qui fait ça. Ouais. Puis la nature est autour de nous. Puis en la, tu sais, en la côtoyant, en l'appréciant, en la célébrant, en la protégeant, ben, on fait quelque chose qui est bien pour nous, mais on investit dans le présent et dans le futur dans une optique de changement climatique. Puis, il y a beaucoup d'études aussi sur l'environnement physique, sur la facilité d'améliorer la santé des gens. Comme, Ouais. mettons, dans les cliniques privées de soins, c'est bien démontré que comment l'environnement a de l'air, tu sais, Ouais. les lieux physiques, ça peut réduire le temps de traitement, tu sais, ça peut Ouais. améliorer la relation thérapeutique avec les professionnels qui y travaillent. Fait que, tu sais, ça devient très large, les répercussions que ça peut avoir. Ouais, mais petite anecdote, j'ai été dans une formation on a eu sur l'exposition à la nature, puis en fait l'intervention par la nature, l'aventure, puis il y a une des participantes qui racontait que dans sa clinique, il y avait en fait, je pense, le conjoint d'un personnel, d'une des staffs administratifs avait une animalerie, puis il avait finalement hérité d'un gros aquarium. Il avait décidé de mettre un aquarium dans la salle d'attente. Puis là, chaque médecin avait comme acheté un poisson pour peupler l'aquarium. Puis soudainement, les gens, ben, ils chialaient moins sur le temps d'attente. Ils étaient plus satisfaits de leur visite médicale, mais probablement parce qu'ils regardaient des poissons en attendant de voir leur médecin. Puis Ouais, c'est plausible, fait assurément. que finalement, tout le monde était bien content. Puis là, il y avait une rotation dans la gestion de l'aquarium, mais ça m'avait fait rire un petit peu parce qu'ils avaient décidé d'intégrer un petit peu une composante nature, biodiversité dans leur milieu de travail, puis ils avaient vu une différence sur la satisfaction de leurs usagers. Ouais. Puis, tu sais, au-delà de tous les effets positifs qu'on a parlé, pour ceux qui sont tout le temps centrés sur l'argument économique, il y en a plein d'arguments économiques pour investir en transition écologique, puis Ben, de remettre la nature un peu plus au centre de nos milieux, là. l'enjeu, souvent, avec les analyses économiques, c'est qu'on n'intègre pas à ça les bénéfices pour la santé d'une C'est ça. intervention. C'est pas, Qui devrait être chiffré. oui, mais c'est Ouais. pas dans l'équation. Fait qu'on a l'impression que ça coûte cher, que ça vaut pas la peine, qu'on n'a pas l'argent, mais on calcule pas l'épargne associée à une réduction de maladie ou les coûts bénéfices. d'invalidité. Oui, ou les bénéfices associés à une augmentation de la qualité de vie, du bien-être. Absolument. On les chiffre pas. C'est pas vu, c'est pas noté. Fait qu'on a comme on reste avec l'impression que la transition écologique, c'est cher, que ça va être des deuils, que ça va nous en demander beaucoup, qu'on n'a pas les capacités. Alors qu'au contraire, Ça va se financer tout seul. ça va se financer tout seul. On va être mieux, on va être plus heureux, on va être plus en santé, on va être plus lié à ce qui nous entoure. On va avoir un sentiment d'utilité probablement plus grand. On va être moins pris dans l'espèce de tournant de travail, stress. Faut que je touche. Tu sais, la transition écologique, c'est porteur de solutions, puis les effets positifs sont là. Puis c'est ça la force, en fait, de parler de santé, c'est que ça nous permet de voir le positif à la transition, de tout ce qu'on a à aller gagner, à aller chercher. Tu sais, il sera jamais trop tard pour lutter contre les changements climatiques. On entend souvent, mais il n'y a rien qui m'horripile le plus que d'entendre « il est trop tard pour l'action, il est minuit moins une, c'est maintenant ou jamais ». Il sera jamais trop tard pour sauver des vies puis améliorer notre qualité de vie. Ouais. C'est sûr que plus tôt on le fait, plus que Ouais, notre le meilleur impact est moment, grand. c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est C'est demain. maintenant, Là. tu sais, Ouais. c'est maintenant. Puis on a toujours le potentiel d'améliorer la qualité de vie puis de sauver des vies. Puis ça, je pense que c'est important de le garder parce que, ça entretient un peu l'espoir, là, mais ça nous permet de voir le positif puis de voir la transition comme pas toutes les deuils qu'on a à faire, mais tout ce qu'on peut gagner et construire de beau ensemble. Puis, je pense que si les gens veulent aller plus loin, ben Tout là, est dans le livre. tout est dans le livre pour une version allongée de ce qu'on a discuté, Oui. mais je pense qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon. Je vais mettre dans la description de l'épisode le lien pour ton livre et aussi peut-être il y a un site web de Prescrit Nature, Oui, hein? exactement. C'est-tu prescrinature.com? Oui. OK, bon, ben, si les C'est gens aussi simple que ça. pas besoin d'aller dans la description. Merci énormément pour la belle Avec plaisir. conversation. Merci Puis, de l'écoute. au plaisir de se reparler dans le futur.